Bonsoir chers téléspectateurs, et toute la confiance est la nôtre de vous retrouver une fois de plus pour cette autre édition de votre programme H-Foot. Quoi que vous fassiez, quoi que vous êtes bel et bien sur HTV, votre télévision panafricaine, et c'est le sport qui prend le pouvoir. Ça fait peut-être un moment qu'on vous a enseverait de ce programme, mais c'était pour des raisons d'engagement professionnel. Après un tour du côté d'Antalya avec les Lions indomptables du Cameroun, nous sommes de retour au pays et votre programme prend droit de citer. Sans plus tarder, ce matin, on va peut-être commencer par présenter le panel parce qu'ils sont là à chaque fois, ils nous font confiance. Dans ce programme, on va commencer par la droite, comme dans le centre des aiguilles. Il est journaliste, il a consacré sa vie aujourd'hui au football féminin et le championnat féminin était rendu à la fin ou encore à l'issue de la phase aller. On voudrait bien en parler dans cette édition. Pour cela, il faudrait des spécialistes. On va dire bonsoir à notre ami Junior Sosos. Il nous a dit c'est grec. Bonsoir et merci de nous faire confiance, Junior. Bonsoir fils, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous faites bien de faire cette petite précision parce que l'orthographe de mon nom cause beaucoup de problèmes à nos confrères. Sosos, tout en appuyant sur le S de la fin. Parce voilà, que vous insistez sur ce S de la fin. Il y a quoi dans ce S de la fin? Parce que vous avez expliqué quand c'est en français, ça change. Quand on prononce Sosos, vous vous sentez bien, vous sentez dans votre langue. Oui, effectivement, Sosos parce que mon homonyme, bon, c'est celui à qui on a pris le nom là, c'est quand même un ancien grec qui était dans une épicerie à ça. Et puis il était chauve quand je suis né, j'étais également chauve. On a dit, oh vraiment, lui c'est Sosos. C'est comme ça que le nom, j'ai pris ce nom aujourd'hui. Même quand on vient dans notre quartier, tu poses la question, on cherche peut-être Noir, parce que c'est Noir, c'est mon nom. On va pas vous montrer Noir. Mais si vous dites Sosos, tout le monde peut vous amener chez moi. Donc même dans l'univers médiatique, c'est Sosos qui passe. À un moment, vous étiez team presse officer ou média officer Éclair Football Fille de ça. De quoi il s'agit? Vous officiez pour qui maintenant? Parce que parfois vous êtes le plus souvent sollicité. Bon, l'aventure a été très très belle, 3 bonnes années de bonne collaboration et aujourd'hui personne ne peut quand même nier que dans cet univers-là j'ai apporté une nouvelle dynamique. Quand on regarde les autres clubs aujourd'hui, la communication dans les clés ça a un peu changé et vous savez on commence toujours quelque part et quand il faut s'envoler, ça fait que voilà, on a dit stop. Vous êtes venu avec Seco, des photos professionnelles, le shooting, les affiches de matchs et bien d'autres. C'est vous qui étiez à l'initiative de cela? Effectivement, c'est comme je l'ai dit, il fallait impulser cette nouvelle dynamique communicationnelle là, parce que le football féminin était un peu mort sur le coup, que ce soit avec l'équipe nationale et même avec les clubs. C'est pourquoi je vais profiter peut-être de cette occasion pour féliciter une chaîne comme l'ACI Media. On voit le travail qu'ils abattent quand même pour le championnat national de football féminin. Ils sont venus donner une autre tournure à ce football et nous, moi particulièrement, je suis très très content d'avoir initié ce projet-là. Et les autres clubs ont coopté. Vous allez regarder Canon aujourd'hui et bien d'autres clubs qui, même FAP Amazon, essayent de faire comme ça. Mais bon, vous savez, quand on est des initiateurs, on a quand même une longueur d'avance exactement sur les autres. Et aujourd'hui, l'aventure avec Éclair s'est arrêtée. Et je suis désormais du côté d'Awa FC. Vous pouvez constater le changement. On a constaté depuis quelques jours, on a voulu se poser les questions, mais on voit pratiquement les mêmes choses tourner. On a voulu vous demander, mais on voit Seco à Éclair. Aujourd'hui, c'est Awa depuis quelques heures, depuis quelques jours, depuis au moins la dernière journée de la phase aller. Est-ce que c'est pas votre main quelque part là? Donc, vous nous le rassurez déjà? Ouais, je suis donc, vous êtes fait le mercato. On peut le dire, Mercato, et je suis désormais du côté d'Awa, un club qui est aussi grand. Vous savez, toutes les équipes ont leur identité. Elle pourrait être tactique, elle pourrait être managériale, et ça dépend du choix qu'on fait. Bon, félicitations à vous pour cette peine que vous vous donnez au quotidien. On sait que c'est un sport en promotion et là-bas, il n'y a pas d'argent. Malheureusement. C'est pour ça que ça n'attire pas beaucoup de convoitises. Dès que quelques billets de banque vont arriver de ce côté-là, vous allez nous sentir sur votre chemin et on va oublier que
c'est vous qui étiez là hier, c'est vous qui avez souffert avec ces filles-là. Elles en ont véritablement besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de chercher des photos, par exemple, de Bengono Catherine, des photos des autres. Dans le championnat, on en trouve toujours parce qu'il y a un boulot qui a été initié. Félicitations. À côté de vous, c'est un juriste, c'est ce que le Cameroun a de meilleur en termes de droit de sport. C'est un avocat en droit de sport. Il n'y en a pas beaucoup au Cameroun parce que même lorsque vous contactez le président Nuya Diam, qui en est le président de l'association des avocats en droit de sport, il va toujours vous renvoyer vers Bernard Basson qui nous fait l'amitié une fois de plus. C'est la énième pour lui dans ce programme. Bonsoir et bienvenue, maître. Bonsoir, fils, et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent. Ça fait un moment, maître. Vous vous occupez à quoi? Beaucoup d'autres choses, en tout cas. Il y a eu des dossiers canon, le cas chez quoi, il y a plusieurs dossiers sur la table. Est-ce que vous avez pu vider ces derniers? Oui, on peut le dire ainsi. C'est vrai que les dossiers procéduraux parfois sont confidentiels parce que certaines parties peuvent se sentir vexées de voir des informations divulguées, rendues publiques alors qu'elles étaient initialement prévues pour être privées. Mais mis à part cela, il y a bien sûr eu des contentieux. Il y en a encore contre d'autres clubs d'élite, notamment des joueurs qui se plaignent, qui revendiquent leur argent, ainsi de suite. Et comme toujours, on est là, non pas pour tenser ou admonester quelqu'un, mais surtout pour que la justice fasse son travail et rétablisse les choses dans le bon ordre. Est-ce que vous travaillez aussi souvent pour des clubs pour attaquer les joueurs qui prennent l'argent et qui ne respectent pas les engagements? Je reste dans mon travail quotidien. Si je suis approché par un club qui s'est fait abuser par un joueur, il n'y a pas de raison que je ne déverne pas le club. Merci de votre confiance ce soir à notre programme H-Foot. On va traverser la rive et à gauche, j'aime bien l'appeler le successeur de Guy Sigestif Djougala, le gros reporter. Hugo Bosoken, l'homme à la plume d'or. Bonsoir et bienvenue Hugo. Par rapport à tous les panélistes bonsoir Hugo. Ce soir, bonsoir Fils Diaké, bonsoir Bernard Basson, bonsoir Bernard Julien Sosos, qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de ce programme H-Foot. On parle de la Minute Info. C'est quoi le dernier titre du côté de la Minute? Vous avez titré sur quoi? On voit très actif dans le championnat, vous suivez, vous décryptez des matchs. On pense à ce résumé parfait que vous avez fait entre APGS et Colombe sur les changements du coach Ndongoema en deuxième mi-temps qui ont conduit à la victoire de ces derniers. On a vu, vous avez refait le match entre Tournai et APGS Dunfou le week-end dernier, comptant pour la 9e journée. Le film avec ce Tournai qui est venu renverser ce 5-2 proposé par Ndongoema et finalement qui est passé devant étant mené à plutôt fait ce que APGS a fait avec la formation de Colombe. Et justement, parlez-nous un peu, la minute, c'est à ça que la minute est consacrée? Tout à fait, du moins ça, ce qui concerne beaucoup plus Hugo Bosoken, parce que moi j'ai décidé de faire, depuis un moment, de faire de l'analyse et observation des matchs, parce que, vous savez... Vous n'êtes pas dans les guiguets? Non, honnêtement, c'est pour cela que j'ai horreur des personnes qui veulent toujours nous mettre dans ces histoires de politique du football. Pourtant, le football, il y a un football qui se joue sur le terrain. D'ailleurs, Julien Sososki ici et moi, on ne peut pas faire un week-end sans se voir, hein, surtout quand il y a des matchs ici à Fanders. On vous a vu dans cette finale du championnat féminin entre Awa Football Filles et la formation de FAP de Yaoundé, si m'en abuse, avec la victoire 1-0 de la formation d'Awa Football Filles qui les consacrait champions honorifiques de cette phase. Oui, deux équipes qui avaient quasiment le même niveau. C'est deux équipes qui sont égalitaires sur tous les paramètres, mais il y a un détail qui a fait la différence, c'est... Ce sera tout à l'heure. Ce sera tout à l'heure. N'allez pas vite à maison. Et c'est sur ce qu'on va rappeler qu'en guise de sommaire de cette édition de H-Foot, on parlera de Mercato. Catherine Bengonomé, buteuse du championnat de la Guinness Super League, est en train de prendre la route du Kazakhstan. Du côté de la France, Esther Maïkit, de ce côté, a prolongé son contrat. Loa prend la direction de la Finlande. Colin Diana et Alexandra Takunda jouent déjà du côté de la diaspora. On parlera du contrat entre la CRTV et surtout la Fédération Cameroun pour désormais diffuser cette compétition-là, alors qu'en coupe de la CAF, c'est Coton Sport de Gawa qui s'est envolé pour se rendre du côté du Maroc pour croiser Renaissance de Bécan. La rencontre va se disputer un peu tard ce jour, alors qu'en Champions League, on suit en ce moment Paris Saint-Germain contre Manchester City. Alors qu'hier, on a eu droit à ce match de Champions League avec le but de Benzema qui permet au Real de Madrid d'avoir la vie sauve. On reviendra sur le TQO, tournoi qualificatif des Jeux Olympiques, avec l'élimination du Cameroun. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer en ligne de mire? Un match amical entre le Cameroun et la formation du Canada se peaufine à l'horizon. Le Canada qui a sollicité les Lions indomptables du Cameroun pour avoir joué
face au Chili, lorsqu'on sait que le tirage au sort est déjà connu par rapport à cette compétition. Lion indomptable du Cameroun, Antonio Conceição est-il l'homme de la situation? Au vu des 2 dernières sorties des Lions indomptables du Cameroun, on reviendra pour parler de la Guinness Super League et Awa Football Fiki. Quoi faut poto la formation de FAP de Yaoundé, sans oublier celle de Louvre Miprof de Yaoundé. On en parle de ce titre honorifique, ce sacre honorifique de cette formation d'Awa Football Fiki. Sera de dresser le bilan à mi-parcours de cette Guinness Super League. Et quelle perspective pour la phase retour, alors qu'en Ligue 1, le Canon de Yaoundé est pratiquement consacré comme champion honorifique. Le retour du Canon de Yaoundé, un modèle, un exemple du management depuis quelques temps, depuis l'arrivée des nouveaux hommes de ce côté. Quel est le secret de la réussite du club de Nkoldongo? On essaiera de se poser et on reviendra sur la 9e journée du championnat de Ligue 1. AS Fortuna, invaincu dans cette Ligue 1 en 9 sorties, Fortuna comptabilise 8 victoires et 3 matchs nuls. Si on a convenance de cela, on va repartir de l'autre côté avec le concours de William Kamga qui joue le rôle d'ingénieur de son et de réalisateur. On prend une respiration sur le retour des. Nous sommes de retour en plateau. On va commencer peut-être par la Champions League. Et on parle de, ou on parle le mercato. Autant pour moi, on parle de Catherine Bengono, Saja, Sabaga. Ça bouge en ce moment. Catherine Bengono, grâce à son agent, Kana, est en train de prendre la direction du Kazakhstan pour un club de première ligne de ce côté qui devra disputer la Champions League la saison prochaine. Junior, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Un peu, bon, connaissant les qualités de la joueuse, parce que Catherine Bengono, ce n'est pas quand même une révélation aujourd'hui. Elle a brillé dans notre championnat, elle est partie en Europe, elle est revenue après une blessure. Et là, elle est en train de se relancer. Pour elle, ça devrait être une bonne nouvelle, mais on voit beaucoup de Camerounais quand même choqués parce qu'elle se retrouve, parce qu'on parle du Kazakhstan, ça n'entre pas. Le football, vous voyez un peu, ça ne passe pas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Catherine Bengono, pour elle, on va dire, c'est une bonne direction. Pourquoi bonne direction? Parce qu'elle va se relancer et ça peut être une porte d'entrée pour se retrouver dans un grand club en Europe et surtout que son... Parce qu'il y a souvent les projets derrière. Nous, on voit simplement Kazakhstan, mais parfois on ne se rend pas à l'évidence qu'il y a des projets derrière. C'est justement ce que je suis en train de dire. Une porte d'entrée, peut-être là, elle va jouer la Champions League. Elle sera vue et ce sera elle de s'imposer dans cette ligue. Mais au départ, le club en lui-même et le pays n'attire pas. Mais parfois, on est obligé de passer par là pour les joueuses camerounaises afin d'avoir un avenir plus radieux. On va voir, beaucoup sont passés par là. On a eu les Mani qui sont partis. J'ai envie de... C'est un échange que j'ai eu avec le manager de Catherine Bengono. Il m'a fait savoir que lorsqu'on voit Sunjo Odiaro aujourd'hui à l'Atlético de Madrid, elle n'a pas commencé à l'Atlético de Madrid. Elle a tourné un peu partout. Aujourd'hui, lorsqu'on s'est rendu à l'évidence qu'elle a la stature désormais d'évoluer, par exemple, dans un top championnat, elle a pris la direction de l'Atlético de Madrid. Mais elle a mûri, elle a pris du temps. Mais elle a commencé quand même dans des petits championnats, Norvège et bien d'autres, elle a un peu tourné. Parce que nous, lorsqu'on apprend Kazakhstan, on se dit directement, bon, je vous prends un cas à une fille qui a 2500 € de salaire, alors qu'elle était en France, elle avait à peine 300 € de salaire en revenant sur le plan sportif, sur le plan même de la respiration. Est-ce qu'on ne pourra pas respirer un peu? En termes de rétribution, il ne faudrait pas quand même prendre la France comme modèle, parce qu'en France, ça suce énormément. Il y a des taxes de ci, des taxes de ci, et pire encore, c'est le football féminin. Donc, une Catherine Bengono, peut-être qui va se relancer dans ce championnat-là, ça va lui faire beaucoup de bien sur le plan personnel, plan financier, et on espère bien que ce sera juste un tremplin. Parce qu'on a constaté que la plupart de nos filles qui sont parties du championnat national pour, vous allez devoir m'excuser, cette destination exotique, ont toujours perdu en niveau de jeu. Regardez une fille comme Raïssa Mbappé aujourd'hui, qui était quand même la grande promesse du football féminin, on l'a perdu. Alvin Jorlet qui est revenu, on l'a perdu. Et si c'est juste un tremplin pour bondir un peu plus et revoir la Catherine Bengono des grands jours, on ne peut que lui dire bonne chance. Et puis voilà, c'est aussi une bonne nouvelle qui est atterrée quand on regarde le niveau d'organisation du football féminin camerounais. On patauge quand même dans un amateurisme total depuis un bon nombre d'années. Je pèse bien mes mots et je sais de quoi je parle parce que depuis pratiquement 5 ans, on est sur la même longueur d'onde. Est-ce que quelque chose n'a pas changé avec l'arrivée de la Guinness, avec le naming de la Guinness?
Vous qui suivez ce football féminin au quotidien. Diffusion des matchs, point barre. Rien d'autre. Aucune autre motivation. On va peut-être vous parler des kits que la Guinness a mis à la disposition des clubs, mais je vais dire, je suis sincèrement désolé parce que ces clubs ne sont pas des mendiants d'équipement. Je vais prendre les 12 clubs qui sont là. J'en connais peut-être 6. Éclair Football Fidessa, à lui seul, a pratiquement 6 jeux de maillot. Vous avez un club comme les Louvres Minprof qui a un sponsor, Parlons, bon, j'ai peut-être la publicité, Parlons Foot 237, qui sont nos confrères. Voilà, qui a habillé cette équipe des Louvres Minprof. Et quand vous revenez avec des maillots vraiment dont la qualité ne fait pas foi, on a vu des maillots des gardiennes, c'était il faut quand même revoir énorme. au niveau de la production peut-être. Il faut revoir. Il y a des choses à améliorer, mais il y a déjà quelque chose qui est fait au moins. Que le week-end, moi j'ai pu le plaisir de commenter par exemple le match entre Awa Football Filles et la formation du FAP de Yaoundé pendant 90 minutes au stade Annexe numéro 1 de l'Omnisport. Bon, ce sont les mêmes adversités qu'on retrouve dans ce championnat depuis la nationalisation en 2008. On va vous revenir tout à l'heure. Maître Bernard Basson, on parle de ce mercato, ça commence à chauffer parce que ils veulent que ça s'améliore. Et si ça s'améliore, ils vont trouver du boulot, ils vont être bien traités de ce côté-là. La meilleure buteuse du championnat à l'issue de la phase d'aller 10 buts, elle est en train de prendre la direction du Kazakhstan. Esther Maïkit a prolongé son contrat du côté de la France. Loa Loassi en Ferland, Colette Diana, Takunda, pratiquement les talents sont en train de s'exporter pour ce qui est ne serait-ce que ce championnat féminin au Cameroun. Je pense que tout à l'heure, l'intervention de Junior Sosos a très bien débuté et ne s'est peut-être pas terminée comme je l'espérais, mais ça reste ma perception sur la situation. Alors, le sempiternel débat, il peut encore être posé aujourd'hui, projet sportif ou projet financier. Quoi qu'il en soit, en l'état actuel des choses, les sportifs africains seraient peut-être mieux avisés de privilégier, à mon sens, un projet financier. Parce que les conditions de vie sont tellement difficiles, sont tellement délétères, que peut-être penser à se faire un peu plus d'argent, c'est mieux que de penser à jouer pour la gloire. Parce que lorsqu'on joue pour la gloire, les honneurs et la célébrité, on fait plaisir aux téléspectateurs. Mais ce n'est pas leur plaisir en fait qui nous nourrit. Moi, je pense qu'il faut un peu comprendre ces sportifs. Et nous dire que... Elle a fait 2 ans en France. Hein? Oui, mais vous avez parlé de combien elle gagnait à peu près en France et de combien elle peut gagner à peu près au Kazakhstan. C'est vrai, ce n'est pas des chiffres officiels. Mais peut-être vous avez des informations secrètes, moi je ne sais pas. Mais je pense également que ça peut être un tremplin pour elle, comme Junior l'a dit, là je suis d'accord avec lui pleinement. Un tremplin pour elle de manière à ce que ce soit une route transitoire, elle pourra y évoluer 1-2 saisons, et puis après surtout dans un club comme justement Djara l'a fait, partant de Valerenga pour Atlético Madrid. Donc je ne pense pas qu'il faudrait s'inquiéter pour cela. Elle a des qualités, elle pourra se faire affirmer, finir dans un grand club. Maintenant, aujourd'hui, lorsque Junior prend position pour dénoncer le football camerounais, un football amateur, un football ci, un football ça. Il a pleinement raison, mais il doit comprendre que le problème, c'est donc pas les joueuses, ni les promoteurs. Le problème, il est systémique. Et il y a un problème de conception de la notion de professionnalisme. Des gens peut-être conçoivent cela. Si vous prenez le statut FIFA, des règlements et transferts de joueurs, vous allez voir qu'en l'article 4, les avocats sont intermédiaires de joueurs de façon plus ou moins automatique. Et je vous dis donc de ce statut-là que le professionnalisme signifie tout simplement la commercialisation du spectacle sportif. C'est vendre le sport. C'est ce que ça implique comme commerce. Ça veut dire, puisqu'on vend, on a de meilleurs revenus et donc nos salaires augmentent, notre mode de vie augmente. Ainsi donc, plus on vend, mieux on vend. À 35 000. On est parti des matchs joués au centre technique de la fédération pour l'annexe et diffusés soit sur des web TV, soit à la télé à travers la signature de la convention dont on parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, quand on va arriver sur ce point, vous verrez que je vais encore aller un peu plus loin. Non, je veux dire, aujourd'hui, les promoteurs qui rentrent dans le sport féminin ont-ils vraiment à l'esprit de commercialiser le spectacle sportif? Pas que le joueur ou la joueuse. C'est un ensemble d'éléments qu'il faudrait inféoder et qu'il faudrait vendre, partant de la communication à la performance, dans l'organisation, la mise en œuvre des éléments pour être performant. Donc aujourd'hui, je pense qu'on devrait être trop dur vis-à-vis de ces gens, estimons qu'ils devraient d'abord se former et apprendre sur la notion du foot, ces notions de foot business. On prend le cas de Junior, il est parti d'Éclair. On a vu le boulot aujourd'hui à Walla arraché comme parce que vous savez, parfois, il peut commencer à faire le chantage à Éclair alors que, parce qu'à côté, on propose mieux. Il ne va pas venir dire à ses employés qu'on propose mieux. Il va créer une faute, on va le licencier et la minute d'après, il se retrouvera là où il va gagner mieux.
Parce qu'on estime, on voit quand même comment le président va essayer de bosser de ce côté-là. Hugo Bosoken, on n'est pas encore dans ce football féminin, mais nous sommes encore en préambule. Ça commence à chauffer déjà. On peut quand même se satisfaire qu'aujourd'hui, les filles comme Alexandre Takunda partent du Cameroun pour des bonnes destinations qu'on connaît. Et des filles comme des Colène Diana partent du Cameroun pour des destinations qu'on connaît. Voilà, la meilleure buteuse à l'issue de la phase aller qui charrie déjà autant de passion dans ce championnat Guinness Super League. C'est une condition qu'on connaît aussi. Pourquoi est-ce que vous voulez faire la distinction entre la destination de Takunda et celle de Bengola? Bengola est au Kazakhstan. Et je tiens à vous dire que ce championnat arrive toujours à qualifier au moins au premier tour préliminaire à l'UEFA, comme par exemple le fameux club FK Astana, FC Touran. Je ne parle pas aussi de Costoli. Ce sont des clubs qu'on retrouve souvent à ce niveau. Et d'ailleurs, je peux vous rassurer que d'ici 3 ans, nous n'allons plus appréhender ce championnat-là comme on l'appréhende de manière triviale avec la signature de Bengola. Et en plus, les gens qui veulent faire des leçons sur les destinations des sportifs, sachez que ce n'est pas vous qui payez les factures de ces sportifs quand ils sont ici. Hein. Voilà. Quand ils touchent les 1000 francs de primes d'entraînement, et ils ont à peine 50 000 francs de salaire, ce n'est pas vous qui les aidez à payer, à régler les factures. Hein. Et souffrez que lorsqu'ils reçoivent un contrat, ils reçoivent un contrat. Parce que vous savez, les meilleurs championnats du monde que vous voyez là, les clubs des meilleurs championnats du monde font beaucoup de chantage au moment de la signature de contrat. Ça, il ne faut pas perdre cela de vue. Et on oublie toujours que lorsque un footballeur s'engage, il engage toute une vie. Parce que lorsqu'il s'engage, par exemple, si par exemple, moi, en France, Paris FC, est-ce que vous savez qu'il y a une joueuse qui joue à Paris FC tout récemment, là, qui ne touchait que 300 €, par exemple? Mais par contre, elle avait le choix. Mais par contre, elle a signé à Paris FC parce qu'elle voulait que dans son pays, qu'elle soit perçue comme une footballeuse qui joue dans le meilleur championnat du monde, même si elle ne touche que dalle. Par contre, entre-temps, d'autres joueuses choisissent de jouer dans le Kazakhstan pour toucher 2 000 €. Mais avec 2 000 €, vous savez, si on fait 3 ans dans ce championnat, mais je vous rappelle qu'une joueuse comme Ochoa, à un moment donné, pour se faire les pushs, elle est obligée d'aller en Chine. Elle a commencé, quand elle a quitté son club de Rivers, machin, au Nigeria, elle est allée à Liverpool, après Liverpool, Arsenal. Et après Arsenal, elle a fait un crochet en Chine, avant de revenir à Barcelone. Ça veut dire que, quand on dit qu'on est footballeur professionnel, ça veut dire que c'est jouer, c'est vivre de sa profession. C'est ce que ça veut dire, footballeur professionnel. C'est celui qui vit de sa profession. Footballeur professionnel, ça ne veut pas forcément dire que vivre, pratiquer, ça n'a rien à voir avec l'élitisme au niveau de la pratique. C'est vivre de sa profession. Qu'est-ce qu'on doit retenir lorsque j'aurais fait mes 10 ans de carrière? Qu'est-ce qu'on doit retenir de manière matérielle? C'est ça, l'essence même de la carrière d'un sportif. Donc pour moi, j'encourage une fille comme Bengola d'aller le faire. Si nous voulons plus perdre nos pépites, nous voulons garder nos meilleures joueuses ou bien meilleurs joueurs, mettons donc des moyens, mettons un cadre. Qui va mettre le cadre? Oui, donc, vous savez, vous faites bien de me poser la question qui met le cadre. Je vous assure, peut-être on va en parler au moment qu'on va aborder le sujet du football féminin avec les droits TV. Je vous assure, le secret d'une bonne organisation d'un championnat pour permettre de vivre, c'est d'abord le droit TV. Une fois qu'un championnat a un droit TV, a un diffuseur, et après on distribue les retombées de ce diffuseur aux ayants droit, c'est-à-dire les clubs, je vous assure, les joueurs et les sportifs ne s'exportent plus n'importe comment. C'est le cas. Allez voir un peu le championnat de la RDC actuellement. C'est très compliqué de bouger et surtout il faut débourser. Vous avez vu un joueur, je crois Kalanga, qui est en plein procès avec son club parce que lui voulait partir et le club voulait une certaine somme. Et aujourd'hui, il a même refusé de venir en sélection nationale, il a été convoqué parce qu'il veut d'abord qu'on vide le contentieux. Lui, il ne voulait plus jouer au Congo. Et pourquoi c'est cela? Parce que depuis 2014, le gouvernement a imposé à la RNTC, qui est l'équivalent de la CRTV de ce pays, au pays, de prendre les droits TV, de prendre d'acquérir les droits TV du pays. Et les retombées de ces droits TV sont reparties à tous les clubs de l'élite. Et ça fait monter une fois. Et ça fait en sorte que ça permet d'autonomiser les clubs. Ça fait en sorte que, non seulement ça leur permet d'abord de garder les meilleurs joueurs, mais de déboucher même les meilleurs joueurs locaux des autres pays. On va avancer, Hugo. Oui. On va se retrouver tout à l'heure. Maître, je voudrais quand même vous poser cette question. C'est un peu comme une insolite. Hein? Ça a tourné chez nos confrères de Parlons Foot. Le ministre des Sports, Sa Majesté, professeur Narcisse Mouele Kombi, qui se fait
dérobé comme ça 1,6 million dans son compte Orange Money. Comment avez-vous appris cette nouvelle-là, maître Bernard Basson? De manière ridicule. Ça veut dire que ça ne finit pas avec le ministre. La dernière fois, c'est son cuisinier qui avait pris beaucoup de millions. A pris beaucoup de millions. Cette fois, c'est... On ne sait qui... cette fois, c'est les hackers, comme on dit souvent, qui rentrent dans le compte Orange Money et qui emportent 1,6 million. Ouais, mais pourquoi rendre même public une telle situation? Moi, je comprends pas. Peut-être ce sont ses proches qui ont filé l'information. Bon, oui, dans quel intérêt? Il n'y a que les proches qui peuvent filer l'information, que le ministre vient de se faire stalker. Parce que nous, on se fait stalker tous les jours, mais c'est les 10 000 et 15 000. Ouais. Ça rentre dans les faits divers, donc c'est pas de nature à développer le football. Et on a voulu juste ce détail. Ouais, tout à fait. Junior Soso, parlons toujours du centre technique de la fédération, en parlant de la FECAFOOT, en parlant de ce côté-là. On sera à l'évidence que l'hôtel des sélections nationales avance, les travaux avancent. On a encore aperçu le président de la fédération de ce côté il y a quelques jours. Le chantier, le centre est en pleine ébullition, en plein mouvement. Il faut refaire quelque chose, il faut un peu bouger les lignes de ce côté-là. C'est peut-être les différents mouvements qu'il fallait faire depuis, parce que vous savez que depuis le départ de M. Iya, il y a un peu eu, on va dire, un petit sommeil qui s'est installé de ce côté-là. Vous voyez que depuis qu'on multiplie les descentes sur le terrain, même si les travaux n'avancent pas à 30 pas, petit à petit, on constate que voilà, les choses sont en train de prendre forme. Et les descentes que le président de la FIDE il multiplie sur le terrain, bon, ça aide et on ne peut qu'être content. Vu que ce sont des anciens projets, on a déjà tellement épilogué dessus que ce qui nous intéresse, c'est de voir ces joyaux sortis de terre et puis voilà. Ça pourrait aider les sélections nationales, comme il le disait encore Antal il y a quelques jours. Hugo Bossoken, parlons de cette signature. Vous aviez été témoin entre le président de la Fédération camerounaise de football, le directeur général de la CRTV, Monsieur Charles Ndongo, sans oublier le ministre de la Communication qui s'est invité et le secrétaire des services du gouverneur, Monsieur Simon Etil, était bien là sur ce panel pour la signature de cette convention du côté de la Fédération camerounaise de football. J'ai envie de vous demander du coup, bonne ou mauvaise nouvelle et qu'est-ce qu'on peut attendre d'une nouvelle comme celle-là? Bon, je suis partagé. D'abord, vous connaissez un peu mon combat par rapport à ça. Moi, je suis en train de... Parce que on est arrivé là, pourquoi? Parce que vous avez longtemps décrié cela, qu'on se retrouve au stade Omnisport Amadou Edio, on est en train de suivre un match, mais lorsqu'on va dans le restaurant d'à côté, c'est un match de Première Ligue qui est en train de passer. Tout à fait, parce que et un match de Première Ligue diffusé par la CRTV. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons... Vous savez, tout à l'heure j'ai pris l'exemple de la RDC. Mais il y a un autre exemple encore qui est plus palpable. En 2007, l'Argentine, il y a un joueur, le meilleur joueur argentin, le meilleur joueur sud-américain à l'époque, qui s'appelait Tevez. Il jouait en Argentine, il jouait à Boca Juniors. Alors, il y a eu un transfert qui a suscité le coup des autorités argentines. C'est le transfert de Tevez, l'année qui suivait, l'année où il a été sacré ballon d'or de l'Amérique du Sud. Lorsqu'il a été transféré pour le club Palmeiras, juste à côté, dans les gars de Sao Paulo au Brésil. Et vous connaissez bien l'histoire, la rivalité qui est entre ces deux pays en Amérique du Sud, l'Argentine et le Brésil, qui se disputent le leadership footballistique à ce niveau. Lorsque c'est une horreur, ça veut dire que vous assure, c'est une honte lorsque un joueur quitte de ce côté pour aller de l'autre côté. Non seulement, ils se mettent, l'association de football argentine, a constaté des pertes énormes en termes de valeur ajoutée, en termes de merchandising, lorsqu'il y a eu ce transfert. Ça veut dire que le Brésil, qui avait déjà des bonnes retombées, vient encore les chipper ce qui était leur bonne valeur commerciale. Pour bonifier encore. Oui. Donc, quand il y a eu cela, lorsque le gouvernement a convoqué la fédération argentine, il leur a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il leur a fait comprendre que c'est parce que nous n'arrivons plus à retenir ce genre de joueurs assez longtemps, parce que le championnat n'est plus financé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont fait des propositions. C'est à ce moment qu'ils ont imposé aussi à l'époque à la télévision argentine de prendre les droits de championnat et de diffuser les matchs gratuitement. Contrairement à ce qui se faisait en France, par exemple, ou avec Canal+, parce que Canal+, qui avait des droits de diffusion en France, c'était une chaîne cryptée, c'est-à-dire une chaîne à péage, où on payait. Or, l'Argentine, pour relancer ça, a décidé que ce soit dans la chaîne publique et qu'on donne de l'argent et on reverse au club. Et cette stratégie
C'est ça qui a abouti à cette fameuse finale de la Champions League, la Copa Libertadores, il y a de cela 3 ans, où pour la première fois, nous avons vu une finale 100% argentine. Parce que même le Brésil a même du mal aussi à faire souvent ces finales 100% brésiliennes. Donc c'est pour ça que vous avez vu ce super classico où nous avons vu... Qu'est-ce que vous voulez par là insinuer? Ce que je veux par là insinuer, c'est que la force, c'est la télévision qui donne l'argent au sport et au football en particulier. C'est la télévision qui finance le football et non autre chose. C'est d'abord la télévision, c'est-à-dire que vous confiez cela à un diffuseur. Le diffuseur, lui, s'engage à diffuser un package de matchs et les deux, ils versent de l'argent. Et l'argent qu'ils versent est distribué sous 3 formes. Forme d'abord égalitaire. 2, en fonction du nombre de matchs. C'est-à-dire que plus vous passez à la télé, plus vous avez des matchs. 3, en fonction du classement. C'est comme ça qu'est distribué les retombées des droits TV. C'est-à-dire quoi? Avec ce mode de calcul, une équipe peut être championne du pays, mais le dernier peut avoir plus d'argent que vous. Pourquoi? Parce que peut-être le dernier a un certain aura que vous n'avez pas en tant que leader. C'est ce qui s'est passé parfois avec QPR. Rappelez-vous quand QPR était en première division du côté d'Angleterre, QPR a eu de l'argent plus que par exemple un club comme Leicester qui était un champion d'Angleterre. Ça peut arriver. Donc c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que je dis que cette signature... Maintenant, vous répondez à notre question. En conclusion. Vous faites un peu ce comme les préalable juristes, était vous très amenez dans la important. majeure, les Oui. mineurs. Allons dans les conclusions. Mais là, dans la conclusion, c'est ceci. Il y a eu cette signature de contrat. C'est bien beau. C'est déjà bien. Mais malheureusement, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Malheureusement, le fond, ce qu'on ne veut pas dire, et ce qu'on n'a pas voulu dire lors de la signature, c'est que la signature n'a que le droit de diffuser 2 matchs sur 14, sur 16, pour autant. Elle n'a que le droit de diffuser 2 matchs, un en première division, un en Ligue 2. C'est pas comme ça que se passe ce genre de signature. En principe, c'est pas comme ça. Et les deux, Qui a été dupé? je me dis que c'est les deux. Je me dis que les deux parties ont été dupées. Soit, moi je suppose. Est-ce qu'il n'y a pas les spécialistes pour interpréter? Il y a des Des spécialistes. spécialistes qui s'y connaissent dans cette Le professeur BD, c'est un spécialiste de droit TVC. Il enseigne ça à l'école, même derrière le droit de la communication. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Ce qui n'a pas marché, c'est que nous sommes dans un jeu de dupes. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il y a un non-dit? Il y a les non-dits. Et c'est ça que je suis en train de développer, les non-dits. Les non-dits, c'est quoi? C'est que la CRTV, ne veut pas dépenser de l'argent pour le championnat camerounais, sous le fallacieux prétexte que ce championnat n'est pas assez vendable pour avoir les retombées. Parce que voici comment, lorsqu'on a les droits TV, voilà comment... Est-ce que la première ligue, il la vend aussi pour... Est-ce que les annonces... Il y a le naming, il y a les annonceurs? Oui, parce que lorsqu'ils achètent cela, et ils ont plus d'annonceurs parce que c'est en fonction du championnat que vous avez. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprendre ce championnat en main et le mettre à un certain seuil? Comme vous avez expliqué tout à l'heure. D'où mon combat. C'est pour ça que je dis que la RNTC, lorsqu'on avait confié le championnat congolais à la RNTC, il y a de cela 7 ans, ce championnat avait le même classement que le celui de Cameroun 26e en Afrique. Maintenant, 6 ans après, le championnat congolais est le 4e, c'est le seul championnat qui tutoie les meilleurs championnats du Maghreb. Ce championnat a même dévancé le championnat sud-africain qui était le seul qui dévançait, le seul championnat qui dévançait. Et il y a un autre championnat qu'on ne voit pas venir qui est en train de monter. C'est le championnat guinéen. Grâce à Six TV, qui est la chaîne TV du président Fernando Soare, c'est-à-dire qu'il a créé une chaîne qui est le Canal Plus de la Guinée. Il a créé sa chaîne pour valoriser. Il a délogé Abouba Kriba du côté de Canal pour le ramener dans ce projet. On a été un peu partout avec lui. Quand il débauche Abouba Kriba, c'était un signe très fort. Et depuis qu'il a pris les droits TV de ce championnat, vous n'avez qu'à voir le parcours des clubs de ce pays, qui sont constants lors des demi-finales et qui se permettent même de déboucher des joueurs en Europe. Vous venez jouer là-bas, comme par exemple le Burkinabé qui a joué là l'an passé, Aristide Bans, pour un salaire de 10 millions. Et nous avons vu comme ça, l'an passé, qui a pu prendre Achou Querido, qui payait un salaire de 1 300 000 francs CFA à Achou Querido. Et nous avons vu AS Kaloum, qui tout récemment a proposé un bon contrat. On peut parler pendant 2 jours. Un contrat Maître Bernard Basson, vous avez quand même collé un mot sur cette initiative, sur ce partenariat entre la CRTV et la Fédération camerounaise de football. Les matchs seront désormais diffusés à la télé, mais est-ce qu'on doit s'arrêter sur cette diffusion des matchs à la télé où on doit interroger certains aspects de ce partenariat et de ce contrat? Il y a des informations que je vais vous révéler en off. On ne peut pas les révéler sur le plateau, ça je vous le dis sincèrement. Sinon ça pourrait nous causer beaucoup de soucis. En fait, parce qu'il y a beaucoup de choses que Hugo a dit, peut-être qui ne se sont pas passées comme ça. Je le dis de manière autoritaire. Comprenez ce que je veux dire par là. Je pense également que
Hugo est très patriote. Et il est dans une logique dans laquelle il se dit qu'il faudrait faire de la charité encore dans Tout le à fait. football. C'est ça ma logique. Ça reste une vision qu'on peut partager ou qu'on peut rejeter. Moi, je pense que la CRTV, c'est vrai, elle est publique, mais reste une entreprise. Et à travers la CMCA, il y a de l'argent à se faire. Je pense que tant que le travail n'est pas systémique, on ne devrait pas rejeter la faute sur une seule personne. Pourquoi est-ce que je le dis? Lorsque la CRTV vous dit que le football camerounais n'est pas vendable, est-ce que c'est faux? Lorsque les présidents de clubs et les entraîneurs alignent dans leurs équipes des joueurs d'un certain âge, comment seront-ils placés à l'étranger? Alors qu'il faudrait prendre des joueurs plus jeunes, à fort potentiel, qu'on pourrait facilement placer. Étant donné que les droits TV, c'est vrai, c'est la première source de financement des clubs dans le foot business, il y a la billetterie, il y a le sponsoring, il y a le transfert des joueurs, et puis il y a parfois le merchandising et le mécénat. Ça, c'est le mode de financement. Donc, moi, je pense que la CRTV est même en train d'aider en diffusant. Puisque le spectacle qui lui est proposé n'est pas un spectacle d'une certaine qualité. Je ne peux pas dire que c'est gratuit parce qu'en même temps, ça ramène de l'affluence auprès de la CRTV. Une affluence qu'il n'y avait peut-être pas. C'est vrai, la première ligue avait plus d'annonceurs. On a plus d'annonceurs. La CRTV gagne mieux. Notre Ligue 1 en a nettement moins. Mais espérons qu'à terme, il y aura beaucoup d'annonceurs. Sauf que, pour que cela se fasse, il faudrait que, de manière coupée à l'action de la CRTV, les clubs répondent en proposant des joueurs d'un certain niveau qui sont encore proposables. Si un club européen, je prends un exemple, un club qui veut recruter Zap, mais tombe sur CRTV Sport, un canon tonnerre passe, évalue et voit que la moyenne d'âge, c'est peut-être 26 ans, on sait que là, il n'y a aucun jeu sur lequel on peut trader parce que prendre moins cher pour vendre plus cher, ça n'intéresse plus. Donc, il ne faut pas seulement accuser la CRTV de ne pas faire assez, de ne pas vouloir dépenser. Est-ce que de nos jours, on dépense encore sans compter? Même dans nos ménages, on dépense plus sans compter. Donc, demandez pas à une chaîne aussi publique soit-elle de faire de la charité, ça ne marche plus comme ça. Autant c'est vrai qu'elle devrait faire des efforts, autant il faudrait que les clubs, il faudrait que les joueurs, même dans leur apparence, même dans leur page digitale, qu'il y ait un vrai travail systémique de collaboration dans lequel chacun va pouvoir... Il faut une synergie d'action. Parce que n'oublions pas que la CRTV fait un travail, celui de nettoyer. On ne vend pas ce qui est sale. On nettoie un football en le rendant visible. On peut le voir de manière à s'améliorer. Les joueurs, sachant que désormais ils sont vus, ne feront plus de bêtises. Les arbitres, sachant qu'ils sont vus, seront plus professionnels. Les présidents, sachant qu'ils sont vus, ainsi que les coachs, seront moins achetés sur... Donc, en conclusion, c'est un partenariat qui, à mon sens, est porteur. Mais il faudrait qu'il soit parsemé d'efforts collectifs des acteurs du sport au Cameroun. Junior Sosos, on parle toujours de cela, mais il y a une fausse note dans ce partenariat. C'est ce match entre Awa Football Filles et la formation de FAP qui devrait normalement être diffusée, qui avait été annoncée sur CRTV Sport, sur le compte officiel de CRTV. Mais finalement, on n'a vu aucune équipe de la CRTV au stade. Comment on peut qualifier cela? C'est compliqué. Je pense qu'il y a quelques jours, j'ai un peu dénoncé ce petit souci de communication qui existe. Et la CRTV ne s'est même pas excusée. Non, le souci part d'abord de la LFFC. Ça, il faut le dire. Parce mais là, ce n'est pas elle qui gère, c'est le service marketing de la fédération qui gère ce partenariat. La LFFC n'a rien à voir avec... À un certain moment, il faut qu'on ressente le débat. La LFFC n'a rien à voir avec ces partenariats. Ça se gère au niveau du service marketing de la Fédération camerounaise de football. C'est elle qui deal avec la CRTV. Qui programme les matchs. C'est elle qui programme les matchs, mais en fonction du programme. Et quand on a déjà annoncé... Quand on a déjà annoncé sur le compte officiel, ça veut dire qu'on suppose que toutes les garanties ont été prises, par exemple. C'est alors là le souci. Parce que nous on s'est renseigné, on a approché les employés de la CRTV. Ils n'ont pas reçu le programme à temps. Ça, il faut le dire. Et maintenant, la fiche qui est montée, elle n'est pas montée par la CRTV. Mais que non, c'est une fiche montée par... on va dire, je ne sais pas, parce qu'on a vu LFFC et tout, c'est une fiche montée par ces personnes, n'est pas montée par la CRTV. Et donc même, sur le compte officiel de CRTV, on ne retrouve pas cette fiche? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Comment ils ont laissé filer cela? Il n'y a pas eu cette bande-annonce. Non, je ne pense pas. Et ça veut dire qu'on n'a pas communiqué à temps. C'est à la veille d'un match, il faut se déplacer et puis tout cet arsenal-là. Et logistique. Voilà, c'est pas du tout facile. Et c'est pas la première fois que c'est arrivé, même avec Canal 2 International. On a eu des cas comme ça sur les 3 précédentes journées où on a monté des fiches. On a posté, mais finalement, le match n'a pas été diffusé à Canal 2 International. Il faut revoir sur le plan de l'organisation. Sur le plan d'organisation, tout simplement. Et même de la communication.
Évidemment. Parce que la Ligue aujourd'hui devrait avoir un communicateur, une cellule de communication pour informer au quotidien, pour informer minute by minute. C'est basique. Sur l'évolution du championnat, sur la programmation des rencontres, sur les activités même de cette Ligue de football féminin, si madame. Ça, il le faut, c'est impératif, surtout quand on porte derrière son dos un gros sponsor comme la Guinée, c'est qu'on veut vendre ce championnat. Pour moi, j'ai parfois mal de constater que les différentes plateformes numériques qui ont été réservées pour faire la communication, un compte Instagram, un compte, ça doit bouger, ça doit s'activer. Ouais. On va essayer de voir, on va se rencontrer, Hugo Bosoken est là, vous êtes là, on va voir comment on peut proposer les services de ce côté, parce qu'il faille véritablement que ça bouge à ce niveau. Notre ami Alexandre Noël-Chouamé n'est pas communicateur, c'est pas comme il peut, mais on constate qu'il y a beaucoup de limites. À ce niveau-là, on essaiera de rencontrer Madame la Présidente Céline Eko, qui est véritablement ouverte, Madame la Secrétaire de ce côté. Rappelons qu'on avait proposé nos services à un moment de ce côté, on ne sait pas pourquoi ça n'a pas prospéré, peut-être on n'a pas le profil qui s'y est. Parlons des campagnes africaines, parlons de la Coupe de la CAF. Le Cameroun a le plaisir de hisser son plénipotentiaire Coton Sport de Garoua à l'étape des quarts de finale de la compétition. Coton Sport qui a quitté Garoua à destination du Maroc pour croiser ce jour dans le stade de Bécan. Le match va se jouer un peu plus tard tout à l'heure, mais qu'à cela ne tienne, ils ont perdu à la maison 1-2 lors de la dernière sortie. Hugo Bosoken, comment on va qualifier cette défaite de Coton Sport à la maison avec un carton rouge à la clé de Sibiri, le deuxième depuis le début de la compétition pour cette formation de Coton Sport des gars? Pour moi, la raison, c'est à cause de la mauvaise programmation des matchs locaux. Parce que, vous savez, cette affaire qu'on veut permettre à Coton Sport de ménager Coton Sport sur le plan local pour avoir du jus, pour avoir la fraîcheur physique lors des matchs, non. Parce que si en Europe, nous voyons comment, voilà, tout à l'heure, là, Manchester City va jouer un match de Champions League contre le Paris Saint-Germain, demi-finale. Pourtant, dimanche, Manchester City a joué la finale de la Cup, de la FA Cup contre Tottenham. Donc, c'est-à-dire que si en Europe, on joue les week-ends et on joue mercredi, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour Coton? Parce que le fait d'empêcher à Coton de jouer le mercredi, pendant ce temps, ses concurrents jouent les week-ends. Donc, eux, ils ont le rythme. Parce que le fait de ne pas jouer à un coup par rapport à l'adversaire, ça peut marcher contre Berkane. On tape 3-0 Berkane, on ne ressent pas ça parce qu'on se dit que c'est peut-être la fraîcheur physique qui a fait gagner le match. Non, ce n'est pas la fraîcheur physique qui a gagné ce match. Ni contre Napstar. Ce n'était pas la fraîcheur physique. Mais maintenant, lorsqu'on joue maintenant contre un adversaire d'un certain Akabi, c'est là où on ressent cela. Ce jour, c'est qu'on a oublié. Ce jour-là, on n'a que pensé à un seul paramètre. Le paramètre de la canicule, où on a ramené le match à 14 en pensant que ce qui a marché contre Berkane, c'est ce qui allait marcher contre Kaby. Non, attention. À Tizi Ouzou, la ville où l'équipe de GS Kaby reçoit ce match, actuellement, je vous dis, c'est le même climat qu'Agarwa. C'est pas parce que c'est au Maghreb. Et Denis là-bas, il connaît. Et Denis là-bas connaît toutes ces réalités. Il avait préparé. Puisqu'il avait fait toute une préparation à ces gars, que ne soyez pas surpris des changements. Attendez voir ces changements là-bas. Puisque moi-même, j'y ai travaillé, donc je connais comment nous on faisait. Et là-bas, il y a une canicule à certaines périodes. Avec Berkane, pourquoi ça marchait avec la naissance de Berkane? Parce que dans la ville de Berkane, au moment où ils ont voyagé, à ce moment précis, dans la ville de Berkane, il faisait 7 degrés. C'était pas la même chose avec la ville de Tizi Ouzou. Donc voilà aussi là où ceux qui ont organisé le match ont raté le coche. En pensant que, et malheureusement, comme ils n'avaient pas au niveau de la gestion des filières énergétiques, ça ne pouvait pas donner au même rythme que le match contre Berkane. C'est pour cela qu'à un moment donné, le coach Denis Zavan, il a mis l'intensité, il a mis l'impact sur le jeu physique. Et lorsqu'il a mis l'impact sur le jeu physique, ça a payé. À la 60e minute, il y a eu ce carton rouge. Les joueurs ont craqué le carton rouge. Et c'est à ce moment précis que JS Kabila a mis ses 2 buts. Bon, maintenant, en 30 secondes, je vais conclure en disant ceci. Que il est important. Quand je vous disais tout à l'heure que le championnat argentin, la fédération a pris le championnat argentin, a donné les droits TV, a demandé à la télévision de prendre les droits TV, c'était pas chauviniste. À un moment donné, on laisse d'abord les standards économiques de côté. On vous dit, prenez le championnat pour relancer, parce qu'on compte que dans 3 ans. Surtout qu'aujourd'hui, il y a la Covid, il y a la pandémie, les matchs. Il y a tout ça. On est plus concentré à la télé parce que c'est pratiquement c'est pratiquement du huis clos. Oui, tout à fait. Dans la plupart l'exemple du championnat en Ouzbékistan où j'ai un joueur qui joue là-bas.
Ouzbékistan, Népal. Vous avez entendu qu'un joueur népalais était un grand joueur en Europe? Vous connaissez un joueur népalais? Vous connaissez ça? Mais laissez-moi, vous connaissez même. Est-ce que le nom même Népal vous dit quelque chose sur le plan de football? Mais allez, tapez. Vous allez voir encore que le championnat népalais a un diffuseur et c'est la chaîne de télévision qui est là-bas qui diffuse ce championnat. Pourquoi? Parce qu'on a mis les raisons économiques de côté. On met d'abord le chauvinisme parce qu'il faut rendre. Un championnat de football, c'est la fierté d'un pays. Même si ça ne rapporte pas. Même si une chaîne de télévision est une entreprise. Mais n'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle les RSE, d'abord diffuser. la responsabilité sociétale d'une entreprise. Ça veut dire qu'il faut quand même sauver quelque chose. Si on peut avoir 150 millions pour débaucher les droits de la première ligue, on peut avoir au moins 100 millions ou 75 millions, la moitié pour mettre dans le championnat. Pas la même somme pour le même C'est un exemple. Maître Bernard Basson, on a traversé ce débat-là, Hugo Bossoka veut nous replonger. Est-ce qu'on dirait aujourd'hui que Coton Sport, c'est une équipe chanceuse ou Coton Sport a su calculer dans sa compétition? Moi, je parlais pas de chance. C'est vrai que, contrairement à ce qu'on croit, le championnat camerounais en interne est plus ou moins compétitif. Il y a quand même de bonnes équipes qui donnent du fil à au Canon de Yaoundé de manière à ce que au Coton, par exemple, de manière à ce que on a vu Panthère Sportive Unité qui a surpris Coton. Lorsque le Coton arrive en compétition africaine, la difficulté n'est pas nouvelle. Il y a ça. Maintenant, pour ce match, les conditions climatiques ont affecté les deux équipes, mais surtout l'arbitrage. On en a longuement parlé. Un arbitre maghrébin pour un match d'un pays du Maghreb au Cameroun, la CAF. C'est quand même assez scandaleux. Moi, je suis sûr et certain que si Coton m'avait engagé comme son conseil juridique, j'aurais émis une réserve fondamentale sur ce match d'abord et j'aurais saisi la CAF et engagé un contentieux devant les instances judiciaires. Ça, c'est inévitable, surtout qu'il y a eu des défaites à la clé. Bon, maintenant, au Cameroun, parfois, comme on dit, le droit du sport reste dans les appréhensions. C'est comme le sport à la radio, c'est lorsqu'on veut déjà lever le générique, on dit en sport. Voilà. Donc, voilà, malheureusement. Donc, le Coton a perdu et puis on est triste. Junior Sosos, on parle du retour de Coton Sport des Garois à ce niveau de la compétition. C'est quand même à saluer. Et ça a salué, et c'est pas anodin, ça il faut le dire, parce que quand on regarde tout ce qui est entouré le club en début de saison, et on ressent que quelque chose de bien s'est préparé. Mais est-ce que c'est pas la pression que les supporters à la fin de saison dernière ont mise sur le staff administratif qui les a poussés à travailler et au résultat du jour d'aujourd'hui? Plus ou moins c'est là. Parce qu'ils ont réclamé la tête de Fernand Sadou, ils ont réclamé la tête du communicateur, ils ont réclamé la tête de tout le monde, de l'entraîneur même. Et on a constaté qu'ils ont recruté au moins 70 joueurs qu'on a passé sur le tamis avant que de recruter et de retenir ceux qui prennent part à la campagne africaine. C'est souvent ce genre de situations qui poussent les différents présidents, en fait, les administrateurs à mieux réfléchir pour que le club avance. Et j'étais tantôt en train de dire qu'on a vu un Coton Sport de Garoua qui a quand même fait une grosse préparation, ça il faut le dire. Quand on avait annoncé le championnat version LFPC, on a vu un Coton Sport de Garoua qui était déjà en préparation. Qui a fait revenir des joueurs comme Tuente Maesco. Ils ont recruté des joueurs comme Sibiri, des internationaux. Voilà. Et aujourd'hui, ils ont un Arena Ngueme qui... à ses 24 ans, est en train d'atteindre l'âge de la maturité, tout lui réussit, rien, 14 matchs, 11 buts inscrits à lui seul. Et ça fait beaucoup de bien au club, d'avoir un club qui s'est préparé comme ça. On ne doit pas se mentir, c'est un des clubs les plus compétitifs de notre championnat. Quand on lance le championnat, aucun autre club n'avait plus de matchs dans les jambes qu'au Coton Sport. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher ces deux places qu'on a perdues sur le plan continental s'ils venaient par exemple à faire la finale? Mais lorsqu'on jette un coup d'œil sur ce que dit Maître Bernard Basson, on peut quand même s'interroger sur la commission de désignation des arbitres de la CAF qui montre déjà les couleurs, qui montre déjà une orientation en disant mais pour vous va s'arrêter là, peut-être à l'étape des quarts de finale parce que vous en avez trop fait à travers le comportement, à travers les désignations qui sont faites. C'est vrai que parfois ces décisions peuvent nous être préjudiciables, mais quand on est, on va dire, supérieur sur le plan sportif, on peut transcender tout cela et aller chercher cette qualification-là et restaurer quand même l'honneur du Cameroun. Sincèrement, moi je parle... Donc vous pensez à un Coton Sport qui peut disputer la finale pour cette année? C'est bien possible, parce que déjà se retrouver là, ça surprend beaucoup de Camerounais. Un Coton Sport de Garoua qui occupe la deuxième place, je pense dans une même poule, on a le champion en titre. Personne ne s'imagine. Il est éliminé. Ouais, voilà, mais personne ne s'imaginait ce scénario. Mais il y a aussi des signes qui ne mentent pas. On a vu Napsa Star face à la Renaissance de Beckham
Coton avait déjà joué, Coton attendait le résultat et Napsa Star a sauvé l'honneur en s'imposant 1-0, ce qui qualifiait directement Coton Sport de Gao. Ouais, sans avoir joué le match contre Berkane ce soir, vous voyez, Coton était déjà sûr. Et là, maintenant, il ne faudrait pas dormir sur les lauriers et dire, voilà, nous sommes déjà qualifiés. Vous allez voir que Coton, en allant de ce côté-là, va chercher à développer pour plus s'imposer. Parce que c'est pas parce qu'on a la qualification qu'on ne va plus produire assez d'efforts. Parce qu'il faut faire peur aux prochains adversaires, qu'ils sentent qu'il y a eu une certaine organisation, que cette équipe est en train de renaître. Mais sur le plan des sanctions, on a vu des joueurs comme Banga qui ont été sanctionnés à l'issue simplement du premier tour. Goni, Ali a pris un carton rouge, Sibiri a pris un carton rouge. Est-ce que le coach ne doit pas revoir sur le plan disciplinaire de son groupe dans cette équipe de Coton Sport, Souleymane ou Aboubakar? Quelque part, quand vous allez m'excuser, l'équipe présente certaines limites. Parfois, ça paye cash. Et il y a aussi cette jeunesse dans le groupe. Regardez le carton jaune, rouge que récolte le joueur du Coton Sport de Garoua dernièrement contre Sibiri. Mais vous êtes quand même à plus de 35, 40 mètres de votre camp. Vous ne commettez pas cette faute. Et ça paye cash. Parfois, c'est des erreurs de jeunesse. C'est un groupe qui est en train de grandir. Et on se dit, avec le temps, et surtout qu'ils sont très bien encadrés et les performances que nous voyons sur le terrain, on se dit, avec le temps, ça va pouvoir aller. Et au fur et à mesure que la compétition évolue, les enjeux augmentent aussi. Et l'état d'esprit des joueurs devient de plus en plus stable. Et c'est au staff administratif, au staff technique, j'allais dire, de plus travailler ce côté-là. On n'est pas quand même arrivé à cette étape par hasard. Il y a eu un travail de fond et surtout, il faudrait respecter ce qui prépare ces joueurs sur le plan psychologique. Hugo Bossoken, en 30 secondes, vous allez réagir. L'État vient d'affréter un avion, un vol spécial, Garoua, Casablanca, pour accompagner la formation de Coton Sport de Garoua. Ça veut dire que l'État adhère au projet. C'est pour ça que ça revient toujours au même débat que nous avons, on a eu là pour les droits télé. C'est-à-dire que si on peut affréter un avion et dépenser de l'argent. Il y a 40 personnes dans ce vol spécial. C'est-à-dire que si on peut dépenser l'argent du contribuable à chaque fois pour ce genre d'opération. Mais peine la coloration. On peut aussi déposer autant d'argent pour les droits télé sans tenir compte des standards économiques. Que chacun dit ce qu'il maîtrise. Le juriste de la 2018 prévoit que le sport rentre dans le service public. Oui. Et ça veut dire que désormais le sport est considéré comme une activité de service public. Donc une activité que le gouvernement doit encadrer, gérer. Et il est même prévu que les financiers du sport sont l'État, les collectivités décentralisées et les particuliers. Donc, et parmi ces segments que vous avez cités, les collectivités ne jouent pas leur rôle. Exactement. Ils ne jouent pas le samedi. Ce sera notre débat, Hugo. Oui. Je vous en prie, si on rentre sur ce terrain, si on rentre sur ce terrain, Hugo, on va refaire un programme, le temps de mettre de revenir de Conakry, de vous de trouver une minute. On refera un programme et peut-être avec un responsable d'une collectivité, un communicateur ou un maire avec nous ici. On essaiera de négocier cela et il va un peu nous dérouler, il va nous dire comment ça se passe parce qu'on sait qu'aujourd'hui avec la décentralisation, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui doivent rentrer dans le développement. Donc, si on ouvre ce débat ici, on ne va pas... Merci déjà de votre compréhension, Junior. Sortons dans cette première partie avec la Champions League européenne, Benzema, qui sauve le Real de Madrid dans cette rencontre typique hier, alors que ce soir, tous les regards sont rivés. Hugo nous a dit qu'il faut qu'on fasse vite pour qu'il aille se mettre devant son petit écran pour suivre ce PSG Manchester City. C'est quand même une Benzema dépendance du côté du Real Madrid depuis pratiquement 5, 6, 7 journées. Tout se repose sur les épaules de Karim Benzema et encore hier, le mec il a été énorme. Cette reprise. Ça, il faut le dire parce qu'il faut être nanti d'un certain bagage technique pour marquer ce genre de but. Le contrôle en une fraction de seconde, le réflexe et puis la frappe, cette reprise de volée a une puissance de quelqu'un qui a pris tout son temps pour pouvoir fixer le gardien. Et en dehors de ça, on n'a pas vu un grand Real qui devait aller inquiéter un Chelsea qui était tactiquement énorme. Ça, il faut le dire. Énormissime. Ouais, c'est le mec, il a franchement pris tout le milieu de terrain. Il a bouffé dans la récupération, la distribution. Récupérateur et lanceur. Dans un box-to-box qu'on connaît en Première Ligue. Il était incroyable dans ce match. Et tactiquement, on a vu un Real de Madrid qui a vraiment patiné. Ça, il faut le dire. Normalement, si des garçons comme Timo Werner avaient été un peu plus réalistes,
On a un Chelsea qui mérite quand même un 2-0, bien un 3-1 à la première mi-temps, mais malheureusement, il a un peu manqué de ce réalisme-là devant les buts, ce qui a été très très dur pour les pouliches du coach Thomas Tuchel. Et heureusement, il marque quand même ce but, ça, il faut aussi le dire, qui est aussi bien orchestré parce que la passe pour le jeune Christian Pulisic et le sang-froid avec lequel il va nettoyer toute la défense. Et puis bon, ça fait que nous sommes vraiment dans le tempo du match de la Champions League européenne. On est vraiment dans le dernier carré. On voit les clubs, tout le monde se donne à fond. Et surtout que personne n'attendait Chelsea à ce niveau. Et surtout aller causer des difficultés à une équipe comme le Real de Madrid, au vu de ce qui a meublé les résultats de cette équipe de Chelsea, le licenciement de Frank Lampard, des joueurs qui avaient du mal à s'imposer. Et le mec, il est arrivé, en quelques mois, il a tout mis en place. Bon système tactique qui aujourd'hui est en train de porter des fruits. Avec des joueurs qui étaient mis presque dans le tiroir. N'Golo Kanté, il ne jouait presque pas avec Frank Lampard, mais il est venu ressusciter le mec et il est incroyable. Il essaye d'aider le club et vous avez hier, c'est encore lui. Il est parti avec le titre d'homme de match. Ça fait que c'est un avantage quand même pour une équipe de Chelsea qui va là au Stamford Bridge avec l'avantage du but à l'extérieur et au vu de ce que le Real a présenté, ce sera un peu plus compliqué au match retour. Maître Bernard Basson, Istanbul n'est plus loin pour ces 4 plénipotentiaires. Oui, c'est vrai, je suis un peu déçu parce que je pense également que Chelsea devait gagner hier. Mais je pense que Madrid va passer. Je pense que Chelsea a laissé passer sa chance parce que Madrid n'est pas une équipe qui a peur de l'extérieur. C'est une équipe qui peut te faire du mal même chez toi. Je pense que Chelsea hier a un peu surpris Madrid surtout au début du match parce qu'après, quand Madrid est ressorti, le match est nettement équilibré. Je pense qu'au retour, l'expérience des joueurs comme Modric, Kroos, Varane et Benzema va faire la différence, sincèrement. Moi, je pense que Chelsea a de très bons joueurs, a des armes même pour battre le Real, mais la jeunesse du groupe justement a péché parce que Werner devait marquer ce but. Je pense que Lewandowski ou Lukaku, Benzema auraient marqué ce but-là. Voilà, c'est ça la compétition, c'est compliqué de rater ce genre de but. Donc je me dis que la jeunesse aura raison de Chelsea. Donc moi je me dis sincèrement. Hugo, concernant Paris, Manchester City, moi je supporte Paris comme d'habitude. Hugo, on commence peut-être par la fin. Bien sûr. Oh. C'est qui est sûr, moi je ne suis pas sûr. Pourquoi? Moi je ne suis pas sûr. Je ne suis pas surpris d'abord de la prestation de Chelsea depuis que Thomas Tuchel a pris cette équipe. Je ne suis pas surpris. Parce que, il est venu avec un projet de jeu qui est un peu nouveau, même pour les entraîneurs en Europe. Il n'y a que 2 entraîneurs qui pratiquent ce jeu. 2 entraîneurs. Il y a 2 entraîneurs. Je peux dire 2 entraîneurs parce que c'est le 3e. Ne pratique pas encore vraiment ça. C'est le jeu de position, c'est nouveau. Ça dit que c'est un jeu qui est fait. C'est une forme nouvelle du tiki-taka, mais avec une animation qu'on fait en fonction de la position du ballon. C'est pour ça qu'on appelle ça le jeu de position. Et où on joue avec des latéraux qui rentrent à l'intérieur du milieu. Pour créer la densité. C'est ce qui et on explose au niveau de la défense. Et c'est pour cela que ce plan de jeu perturbe beaucoup les entraîneurs actuels. Tous les vous avez remarqué bien le bilan de Tuchel depuis qu'il a pris le Chelsea. Remarquez bien qu'il a battu tous les entraîneurs. Est-ce que nos entraîneurs au Cameroun, c'est une parenthèse que je vais ouvrir comme ça, observent ces matchs, regardent la leçon tactique, la leçon tactique qui est donnée dans des grands matchs comme cela? Ils observent, mais eux-mêmes ils sont largués. Il va vous dire, j'ai eu à sonder 4 d'entre eux. Eux-mêmes ne comprennent pas ce jeu de position de Tuchel. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas les joueurs pour. Oui. Et non, c'est pas une question de joueur pour. On peut huiler. Vous savez, le profil du joueur africain est beaucoup plus physique, beaucoup plus Oui. puissant. Les joueurs de Chelsea sont petite taille, très mobiles. Nos joueurs sont moins mobiles que ceux-là. Il faut des joueurs pour. Non, il y a aussi des joueurs mobiles ici. Il faut des joueurs mobiles. Non, il y a aussi des joueurs mobiles ici. Qui bougent beaucoup. Il y en a, mais en quelle proportion par rapport aux joueurs de Chelsea? Il y en a plus que vous pouvez même en parler. Allons-y, on est tous réunis dans une même équipe. On en a presque jamais vu. Ce qui fait que voilà, parfois on remet même souvent en question le niveau des entraîneurs. Est-ce qu'il ne faut pas aller recycler et tout? Parce qu'ils n'ont pas les éléments pour pouvoir pratiquer ce jeu. Ils ont tous ces éléments-là.
tous les entraîneurs camerounais que vous voyez là, ils ont toutes ces théories-là. Est-ce qu'ils n'ont pas la télé? Est-ce qu'ils sont pas, la télé n'est pas comme un miroir chez eux, où pendant que les matchs comme ceux-là, les grands matchs comme ceux-là se jouent, ils prennent quand même des notes. Parce que sur ces derniers temps, on a vu à Tanangandi, vous avez pu ressortir cela sur la minute. On a vu Ndongo Ema, mais les autres, c'est très difficile. Vous voyez le match, on dit courez, dégagez. Pratiquement rien n'est proposé. Non, vous avez vu, on est ressorti de ce match, de ce jour au Stade Omnisport, on était rassasiés, on était satisfaits par rapport aux améliorations. Un entraîneur qui commence en 4-3-3, qui passe en 3-5 en opérant 3 changements à la mi-temps en face, son collègue ne réagit même pas. Non, je peux vous rassurer que les entraîneurs, parce que j'ai eu à suivre les matchs de Champions League avec au moins une vingtaine d'entraîneurs. Ils ont le bloc-notes? Ils ont toujours le bloc-notes. Et comment ils font pour transposer ça sur les DG? Justement, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a. Quel est quand du contexte avec ces entraîneurs du Camerounais travaillent? Ces entraîneurs camerounais, quand ils travaillent, parce que vous savez, la mission d'un entraîneur, ce n'est pas de remporter le titre, contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'on juste les entend, dit que quand on veut, il a remporté quoi? Ça dépend des clubs. Non, quel que soit le club, la première mission d'un entraîneur, c'est 1, faire progresser le joueur. 2, faire progresser l'équipe. 3, atteindre les objectifs. Et d'atteindre les objectifs, ce n'est pas toujours gagner les titres. Attention. Ça dépend du club, Hugo. Quand vous arrivez à Madrid, c'est pour gagner. Attends, c'est bien beau de me dire, ça dépend des clubs. C'est bien beau de me dire qu'il n'y a que 6 clubs. Attention, même le Real de Madrid. Moi, je connais des cas où, dans le Real de Madrid, où le coach ne remporte même pas, fait une saison blanche, mais il n'est pas renvoyé. Mais ici, au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Ici, au Cameroun, après 2 matchs, ça veut dire qu'après une défaite, même pas parfois après 2 matchs, après une défaite, vous êtes sur la menace. Alors que vous êtes venu sur la base d'un projet. Moi, le Real de Madrid a fait plusieurs années ici. Le Real de Madrid ne gagnait pas les championnats. Mourinho est venu au Real de Madrid. La première saison, c'était un flop. Il n'a pas été renvoyé. Mais je vous assure, si c'était Fetcher qui était le président du Real de Madrid, la période-là, il allait immoger Mourinho. Après le 5-0 au Nou Camp. Si c'était Tagou, l'ancien président de l'Afrique Média. Non, je sais, non, il faut citer le nom. Si c'était le président Tagou qui était le président de Baboutos, c'est que la saison, il allait avoir 50 coachs en fin de saison. Donc c'est ça un peu. C'est pour ça que tu faut être patient. Non, c'est pas seulement une question de patience. C'est une question de projet. Paris Saint-Germain va regretter le départ de Tourelle. Bah ça. Paris Saint-Germain il regrette déjà, puisque Paris Saint-Germain va bientôt regretter. Il regrette déjà. Puisqu'ils sont en train de constater qu'ils sont en train de gagner les matchs sans la maîtrise du jeu. Le Paris Saint-Germain, moi je suis un supporter du Paris Saint-Germain, vous le savez. Le Paris Saint-Germain gagne les matchs sans la maîtrise du jeu. Or, le Paris Saint-Germain est en train de gagner les matchs en faisant un peu du flottant pour ceux qui ont fait un peu du en s'appuyant sur des individualités. C'est tout. Le collectif, c'est le bon langage. Hein, le match de tout à l'heure, vous allez voir. Sur le plan collectif, le Paris Saint-Germain sera dominé. Mais le Paris Saint-Germain aura plus d'occasions. Et le Paris Saint-Germain va peut-être même gagner. Sur le match de tout à l'heure, ne soyez pas surpris de voir un Paris Saint-Germain qui vous remporte la partie 3-0, mais sans toutefois avoir la maîtrise du jeu. C'est ça, c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis avec Tourelle, c'est impossible avec Tourelle. Avec Tourelle, lui, il a la maîtrise du jeu. Ce qu'il manque à Tourelle depuis qu'il a pris le Chelsea, c'est la finition. Parce que Timo Werner, vraiment, c'est une calamité. Il pourra ramener Choupo-Moting de ce côté. Ah, peut-être. Parce que moi, Choupo-Moting, pour lui, au moins, s'il est sûr qu'il peut finir les actions. Parce que Timo Werner, je vous assure. C'est compliqué. Bon, parfois, c'est une question d'adaptation. On l'a vu avec certains joueurs comme Eden Hazard qui part du Real où il était, du Chelsea où il était étincelant. Il arrive au Real Madrid, il ne s'impose pas. Vous savez pourquoi? C'est souvent difficile avec ces joueurs allemands qui partent de la Bundesliga pour la Barclay Pour Hazard, c'est la mauvaise hygiène de vie. Oui, quand il rentre toutes les vacances, il revient toujours avec 9 kilos supplémentaires. Bon, ouais, c'est peut-être une exception. On parle des joueurs allemands qui partent de l'Allemagne pour l'Angleterre. C'est souvent difficile. On a vu Balak qui est parti, l'Allemagne, il arrive. Non, sauf que pour Werner, c'est difficile. Werner quitte parce que le système de jeu que joue actuellement, c'est le même. C'est à peu près que Nagelsmann. Je suis d'accord. Il n'y a pas de différence. Guardiola aussi en train d'intégrer avec Cancelo qui rentre dans le jeu. Il y a Nagelsmann, il y a Bielsa, il y a Pep Guardiola et Tourelle. Voilà les 4 qui jouent ça. Le 5e, c'était à peu près Flick. Mais il joue ça un peu. C'est ça qui a créé même des conflits avec des conflits internes. Parce que lui, il voulait jouer ça. Mais on lui dit que non, c'est pas vraiment ça. Mais comme alors lui, on lui faisait trop chanter. Et comme il avait ses propositions pour la manchette, on a donc pris un autre code qui peut donc reproduire toujours ça. C'est pour ça qu'il dit que pour Werner, je ne pense pas que c'est une question d'adaptation. Peut-être c'est l'adaptation sur le plan du pays. Quels sont les éléments qui mais sur le plan tactique.
Sur le plan tactique, c'est la même Oui, chose. ça peut être la même chose, Merci, mais pas les merci. mêmes éléments. Je vous Ça, en il faut prie. le dire. Est-ce qu'on peut avancer dans le programme avec votre permission, hein? On repart de l'autre côté. Ah, le réalisateur en chef Diani nous a retrouvés. On prend une respiration et on vient parler des Lions indomptables du Cameroun derrière. Parlons des Lions indomptables du Cameroun qui étaient du côté de la Turquie pour la double confrontation, comptant pour le dernier tour de barrage des Jeux Olympiques Tokyo 2021. La rencontre Cameroun-Chili, Chili-Cameroun a tourné en faveur de l'adversaire des Lions indomptables du Cameroun. Le Chili qui s'est imposé, c'était le 10 dernier à Mashgav, en Antalya, en notre présence, 2-1 et finalement un but contre 2 parce que c'est le Cameroun qui recevait. Au match retour, le 13, c'était le score de 0 but partout qui aura sanctionné l'issue de cette rencontre. On a tous suivi, on a tous regardé. Junior Sosos, le Cameroun a pêché à quel niveau? Là, on fait une chirurgie. On fait une chirurgie sans anesthésie. Le Cameroun a pêché dans quel niveau dans cette double confrontation pour ne pas pouvoir se qualifier? Je vais commencer avec des propos un peu plus durs. Une préparation terrible. Parce que vous abordez un match contre une sélection chilienne qui, depuis beaucoup de mois, malgré la pandémie, est restée groupée, à multiplier des matchs amicaux en Afrique et tout. Et pendant ce temps, quand le Cameroun se fait éliminer face à la Zambie, où sont nos Lions indomptables? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, on renvoie des matchs, on renvoie les matchs, et après, on vous dit la confrontation ne viendra plus, en fait, ne se tiendra plus à Yaoundé. Vous allez jouer sur un terrain neutre. Moi, je dis, là, c'est compliqué. Ça se complique un peu plus pour le Cameroun qui décide d'aller jouer, en fait, le Chili qui décide d'aller jouer ce match du côté de la Turquie sur un terrain neutre. À cette période-là, nous sommes pratiquement en avril. En avril. Oui, 10 avril, ouais. Nous sommes au printemps, donc le climat est encore changeant et variable. C'est presque les mêmes conditions climatologiques du côté de la Turquie. Ça veut dire que la Turquie n'a pas de problème. D'abord, ça, c'est le Chili. J'allais dire, le Chili n'a pas de problème parce que c'est presque les mêmes conditions climatologiques. Et là, on arrive, une équipe du Cameroun qui doit s'adapter, un regroupement qui est fait en moins d'une semaine. Vous devez vous retrouver avec des nouvelles joueuses qui intègrent la sélection, des nouvelles pépites qu'on va devoir injecter. Et vous arrivez, il y a encore le coronavirus qui viendra piquer quelques de vos éléments. Vous comprenez déjà que sur le plan des éléments forts sur la main pouvant aller chercher cette qualification-là, le Cameroun est déjà décapité. Maintenant, quand on va sur la tactique, vous allez aborder une équipe chilienne qui, techniquement, est largement au-dessus du Cameroun. Quand vous abordez ce genre de match, vous ne partez pas en jeu d'égal-égal avec le système tactique. Il vous propose le 4-3-3, vous allez aussi avec un 4-3-3, là, il y a problème. On l'a vu au milieu de terrain, et quand bien vous allez avec ce 4-3-3, un milieu de terrain où vous alignez deux joueuses à profil offensif, une Charlène Meillon qui se retrouve comme milieu défensif, mais fils Daniel Indjek, nous le voyons tous ici dans la Guinée Super League. Meillon, elle ne barre pas. Meillon, c'est une leader technique. Meillon organise le jeu. Mais quand vous mettez Meillon pour qu'elle vous récupère les ballons, bon, ça se complique un peu. On a retrouvé Meillon et Ngombelek, et c'est deux fortes personnalités au même profil. Voilà, et elles se sont marchées dessus. Ça, c'est d'abord le premier péché du coach Alain Djemfak. Et ça, c'est depuis le match contre la Côte d'Ivoire ici à Yaoundé. On a vu les Lions indomptables qui ont eu du mal à imposer un certain rythme au milieu de terrain. Le milieu de terrain qui est la courroie de transmission entre le milieu et la défense. Et elles n'ont pas su faire cette différence-là. Quand bien même il fallait compter sur l'attaque qui a eu quelques petites occasions nettes de but. Mais il y a eu des individualités qui ont un peu primé et qui sont venus, j'allais dire, amputer un peu dans... Est-ce qu'on parle des égos surdimensionnés? Ça existe depuis. Ça, peut-être beaucoup de personnes n'ont pas souvent le courage de les révéler. La rivalité Adjara-Ongene. On l'a toujours remarqué sur le terrain. Il n'y a réellement pas une collaboration des leaders entre ces deux-là. Ce qui fait que ça complique un peu plus la tâche du Cameroun. Donc, tactiquement, le Cameroun pêche face au Chili au match aller. Et ça, je l'avais vu venir. Et le Chili marque sur combien d'occasions? 3 occasions. Elles ont 3 occasions. Elles en plantent 2. Contre la Zambie a 4 occasions nettes de but. Elles en plantent 4. Vous comprenez que tactiquement, c'est un coach qui n'apprend pas de ses erreurs. Il n'apprend réellement pas de ses erreurs. Est-ce que le match retour du 13 ne peut pas être une boussole
pour cette équipe des Lions indomptables du Cameroun? Une boussole, parce que je dirais, c'est vrai, beaucoup de Camerounais ont vu le beau jeu que les Lions indomptables ont produit. Mais moi, je dirais malheureusement, je dirais non. Parce que c'était une tactique de M. Rossé Letellier qui, déjà avec l'acquis du match aller, savait que ça devait être difficile. Et surtout que ces joueuses avaient franchement perdu en énergie au match aller. Donc là, on revient, on place le bus, on prend la petite Rayer qui a fait très mal au milieu du terrain camerounais. En une touche de balle, elle pouvait casser 2 lignes. Alors, au match retour, on est venu, on a placé le bus. Elles ont laissé les Lions indomptables. Voilà. Elles ont joué, elles ont fait tourner, mais elles ont été incapables. Elles étaient le chrono du stade. Ouais, exactement. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et pire erreur encore pour le coach. Il fait encore une autre erreur. Il y a certains remplacements qu'on ne comprend pas. Vous avez une joueuse comme Aboudi Ongene qui fait quand même une première mi-temps au match retour incroyable où elle était franchement vouée aux tâches défensives. Elle venait récupérer très très bas pour essayer de remonter avec ses ballons. Mais à la deuxième mi-temps, Aboudi est essoufflé. Mais coach Alain, vous avez des pépites sur le banc de touche. Il faut prendre des décisions fortes. Aboudi Ongene, elle peut attendre. Elle a tout donné pour ce pays. On ne veut pas. On pouvait essayer la petite Lamine, par exemple. C'était possible. Parce que là, il fallait de la vivacité. Il fallait des personnes qui pouvaient aller inquiéter cette défense. Et surtout des joueurs qu'on ne connaît pas. Effectivement. Mais alors là, il laisse Aboudi Ongene sur le terrain. On a une joueuse comme Esther Maïkit qui était incroyable. Une des meilleures Lions sur le terrain. Qui, sur le plan défensif, incroyable. Sur le plan offensif, donnait plus. Elle sort au profit de Alvin Jolet, qui est souvent voué aux tâches purement défensives. C'est incroyable. Quand vous cherchez l'égalisation, vous mettez une chose, elle ne vous aide pas. Parce que côté chilien, il n'y avait pas ces assauts offensifs et dit, voilà, le Cameroun devait peut-être être en danger. Mais non, vous injectez des joueurs, vous prenez ce risque-là. Donc ça veut dire que les erreurs sont à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Tactiquement, le coach a pêché et aussi la qualité des joueurs que nous avons sur la main. On a eu des Aboudi Ongene, des Raïssa Fedjou qui ont fait plairer le public camerounais. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, si moi je vous pose la question aujourd'hui, quelle est cette joueuse camerounaise-là qui sort à la tête de l'eau? Je vous dirais, il n'y en a pas. Elles ont une évolution en dents de scie. Vous regardez une Catherine Mengon aujourd'hui, elle vous fait un match incroyable, mais le match prochain, elle est en bas. Bernard Basson, peut-être on va accuser le coach et nous, on a eu la chance d'être en Talia Mashgab avec cette équipe. Je vous prends un cas simple. Ngombak Batum, c'est l'une des meilleures ailières. Et ce n'est pas Junior Sosos qui va nous le démentir ici. Elle a été alignée au profit, ou encore elle a été alignée d'entrée de jeu en sacrifiant la meilleure buteuse, Catherine Mengono, parce que le coach voulait compter sur sa vitesse. Mais patatras, elle n'a pas pu amortir un ballon. Et c'est à l'hôtel qu'elle est venue dire au coach qu'elle avait plutôt mal au ventre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on accuse le coach, il y a quand même des petites réalités. Nous qui étions sur le terrain, j'ai voulu que Junior Sosos essaye de ressortir en tant qu'analyste ou en tant que journaliste ce qu'il a vu. Maintenant, nous on parle des réalités du terrain où elle arrive, c'est là elle dit au coach, lorsqu'un élément ne donne pas, vous comprenez que la machine peut être grippée, au moins à ce niveau, parce qu'il y a des réalités du terrain. Vous avez une fille comme Charlène Meillon qui, après le match, a reconnu en disant au coach, parce qu'il faisait 12 degrés avec un vent. Elle n'a jamais vécu ces conditions-là. Elle avait les crampes, elle avait les contractions de muscles à travers le froid. Ce n'est qu'à l'issue de la rencontre que le coach se retrouve dans des réalités comme celle-là. Est-ce que, en ce moment, le coach qui a fait confiance à ses enfants, on doit véritablement l'accuser, bien qu'on ait perdu? En partie. Il y a deux cas que j'ai. En partie parce qu'en football, lorsque l'équipe joue mal, c'est d'abord le sélectionneur ou l'entraîneur. Il a misé sur une Raïssa Fedjo. Il a misé sur une Raïssa Fedjo qui est arrivée avec un pied et demi. Oui, moi je dis juste de manière principielle en football, lorsque l'équipe est moins performante ou est peu performante, qui est-ce qu'on accuse? C'est le coach. C'est cette base-là, je pense. Maintenant, lorsque vous alignez une joueuse, les joueurs ont le droit de dire je me sens pas. Ça arrive partout. C'est aussi ça la franchise. Justement, il y a bien des joueurs qui arrivent et disent coach, là je me sens pas. C'est à l'hôtel qu'elle vous dit, coach, j'ai fait 2 jours sans manger, alors qu'il y avait le déjeuner, il y avait pratiquement tout à leur disposition. Le problème, il incombe au groupe. Hein. Ce sont les joueuses qui n'ont pas fait suffisamment ce qu'il fallait, peut-être le sélectionneur, peut-être. Moi, je ne suis pas vraiment très intégré pour dire exactement ce qui s'est passé. Nous, on a été dedans. Vous avez fait l'autopsie, donc moi, je pense quand même, déjà depuis de longs moments, que le sélectionneur Alain Djemfa peut-être n'est pas l'homme de la situation, mais ça, je le pense personnellement. Mais je crois également qu'il y a une fin de cycle et la transition est très, très compliquée à gérer.
Entre celles qui sont partantes et celles qui sont arrivantes. Pourquoi on refuse de comprendre cela, Maître Bernard Basson? Bien parce que l'équipe a longtemps brillé, bien qu'elle n'ait rien gagné, et qu'on ne pense pas aujourd'hui qu'il y a des enfants comme les Lamine à 16 ans qui sont en train d'arriver. Le public camerounais est l'un des plus exigeants au monde. C'est celui qui est l'un des plus critiques, comme celui français. Donc, on ne se considère pas celui qui est en train de critiquer. On critique tout, on contente tout. Donc voilà, malheureusement, c'est ça. Hugo, parlant de ces deux matchs, on a pêché à quel niveau? Et les perspectives, il y a un match amical. Il y a le Canada qui sollicite véritablement un match face au Cameroun parce que le Canada est tombé dans la poule du Chili. Et comme le Chili a joué contre le Cameroun, c'est en train de se discuter. Ce n'est pas encore officiel, mais comme nous sommes dans les petits papiers, on peut déjà vous le dire ici, que sa bataille, ça discute là-bas. Ils veulent inviter la Lion notable du Cameroun pour jouer un match comme un match amical, ce qui pourrait aider aussi cette sélection à avoir au moins un match dans cette période parce qu'on sait que les Jeux Olympiques, c'est dans 1 mois et demi. Bon, le Cameroun a pêché sur le plan collectif. Et pourquoi le Cameroun a pêché sur le plan collectif? Parce qu'on ne permettait pas au staff technique de travailler le collectif. C'est bien beau de venir donner les insuffisances du coach sans toutefois situer le contexte. Parce qu'avant de donner ça, il faut d'abord situer le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que le coach n'a pas eu le temps suffisant pour préparer son effectif par rapport à son adversaire. Son adversaire prépare cette confrontation depuis au moins 6 mois. Lui, par contre, il a déposé un calendrier, un chronogramme de préparation qui n'a jamais été validé. Et les deux, quand le match même approche, la Turquie l'équipe chilienne est en Turquie depuis au moins des semaines. Lui, on ne lui permet même pas d'être au même niveau de séjour en Turquie par rapport à son adversaire. Il arrive 3 jours avant. En 3 jours, il y a la phase d'abord d'acclimatation qui jouera contre lui. Et le 2, il n'a pas assez de temps pour travailler le collectif. C'est ce que les gens ont. Parce que chaque fois qu'on critique, on dit toujours que avec le coach Djemfa, il n'y a pas de jeu. C'est vrai. Et c'est pas seulement le problème du coach Djemfa, c'est le problème de l'ensemble de beaucoup de coachs de nos sélections ici au Cameroun. On ne leur donne jamais le temps de préparer un collectif. Et quand on ne donne pas le temps de préparer un collectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, il faut jouer comme il a joué le premier match. Le temps de trouver les automatismes, parce que les automatismes ne se trouvent pas en un jour. Parfois, moi je me rappelle lors de la CAN 2008, où Otto Pfister a utilisé les 2 premiers matchs de poule comme mois de préparation, qu'il n'avait pas, qu'on n'arrivait pas à lui donner. Il a utilisé les 2 premiers matchs de poule, il a pris un 5-2 lors du premier match contre l'Égypte, et le deuxième match, il a gagné un 4, heureusement. Et le reste, alors, comme c'était les 2 matchs qu'il a utilisés comme match de préparation, il a eu ses repères, il a travaillé sa cohésion, et c'était fini. C'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé pour ce match. Remarquez bien, c'est bien beau de dire comment Sosouma fait rire tout à l'heure quand il a dit que la domination du Cameroun était due au fait que l'équipe adverse a placé le bus. Non, c'est faux. Elle n'a pas placé le bus. Ce bus était placé contre sa volonté. Ce bus était parce que dans ce match... Les Sud-Américains ne gardent pas le bus. Et en plus, les Sud-Américaines, surtout, elles sont formées pour la conservation du ballon. Ouais. Et ce jour, pour ceux qui ont suivi, parce que moi j'ai observé cela, ce jour, elles ont tenté de faire ce qu'elles ont reproduit à l'entraînement depuis au moins 6 mois. C'est-à-dire la conservation. C'est-à-dire même quand vous placez le bus, il y a un exercice que vous ne devez pas rater, la conservation de la balle. Ce jour, c'était pénible. J'ai noté phase par phase. J'ai ma fiche. Les attaques rapides, les contre-attaques. Elles ne faisaient pas ça. Elles avaient du mal à déséquilibrer la défense quand elles récupéraient le ballon au milieu de terrain. Elles avaient du mal. Et les 2, elles n'ont fait aucune phase de 4 passes. Les plus grosses phases qu'elles ont fait, c'est incroyable quand même. Nous avons tous regardé ce match. Vous ne pouvez pas dire que cette équipe chilienne, à un certain moment, n'a pas pu ressortir la balle au pied en multipliant plus de 5, 6, 7, 10 passes. Non, ils n'ont pas fait ça. Mais non, Hugo, ça, vous ne pouvez pas le dire. C'est le carton rouge, par exemple, une action qui nous revient sur le carton rouge. Pratiquement, au Modo Brigitte, c'était une belle action. Ok, je peux manger. Non, ça, il faut le dire. Cette équipe, elle est venue avec une tactique qu'il fallait déjà prévoir. Vous allez peut-être dire que moi, je lis dans une boule de cristal. À l'avant ce match, moi, j'ai dit, cette équipe de Rossel Letellier ne viendra pas faire le jeu aujourd'hui. Mais on le savait, tout le monde le savait. Effectivement. Et pourquoi mais toujours, même si on ne vient pas faire le jeu, accepter même si on ne vient pas faire le jeu. Tout à l'heure, j'ai dit Paris Saint-Germain, par exemple. Paris Saint-Germain, au match retour contre Barcelone et au match retour contre le Bayern, on savait qu'ils n'allaient pas venir faire le jeu. Mais attention,
il faisait les phases de conservation. Or, avec la Chilienne, il n'y a aucune phase de conservation. Ce que ça dit, quoi. L'action qu'il veut décrire là, où on boude pour le deuxième carton jaune, c'était l'action des attaques rapides. Les attaques chiliennes étaient des attaques rapides. Ça dit quoi? C'est quoi une attaque rapide? C'est une attaque lorsqu'on prend le ballon. En 10 secondes, en une touche de balle même, on peut se retrouver dans la sphère de réparation. C'était ce que. Il n'y a eu aucune attaque placée. Chaque fois qu'elles ont fait, elles ont tenté les attaques placées. Ça dormait, il y avait une récupération justement d'Omboudou, parce qu'elle mettait la charge physique. Soit ça mourait, soit elle faisait une mauvaise passe. Alors, si vous allez. J'ai pris le temps de noter chaque phase. Les plus grosses phases, elles ont eu 3 phases où elles ont joué 3 passes. À la 26e minute, à la 42e minute, et la fameuse action pour le sortir définitivement, parce qu'on va avancer sur le programme. Voilà les 3 phases où elles ont fait 3 passes. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient, J'ai noté Hugo? 3 passes de suite. Maintenant, après ça, ce bus... What next, Hugo? Non, c'est qui est... Non, il y a le match contre le Canada qui est ce match retour nous a donné beaucoup de renseignements. Ça peut servir de boussole. Bien sûr, ça peut servir de boussole. L'enseignement que je tire de ce match retour, c'est que si on permet à cette équipe de faire un stage, de travailler ensemble et de faire un stage au moins de 2 mois, un stage interne vraiment, avec des matchs amicaux, je puis vous rassurer que ce match m'a montré que au fur et à mesure, s'il y a des matchs, cette équipe peut monter en puissance sur le plan collectif parce que même à 10 contre 11, cette équipe m'a montré que les exercices faits à l'entraînement passaient. C'est l'enseignement que j'ai. On va rester dans le football féminin, on va essayer d'avancer parce que de l'autre côté, on commence à nous mettre la pression au niveau de la réalisation. Junior, parlons du championnat féminin qui s'est achevé pour la phase aller samedi dernier dans cette rencontre qui opposait la formation. Encore ce sommet des classements, c'est ainsi qu'on l'a titré, qui opposait la formation d'Awa Football Filles à FAP de Yaoundé, un match qui tout double. La formation d'Awa qui comptabilisait 24 points à son actif, alors que FAP avait déjà 27 points. À côté de cela, il y a Louvre Minprof qui croisait Canon en retard. Louvre n'a pas pu s'imposer devant Canon, c'est le score d'un but partout qui aura sanctionné l'issue de cette rencontre. Mais celles qui ont réussi le véritable pari, c'est cette équipe d'Awa Football Filles, grâce voilà, on va retrouver le nom. Angan Michel qui a inscrit ses chefs-d'œuvre, cet unique but de la rencontre. Finalement, lorsqu'on fait le décompte, c'est Awa qui termine en tête. Qu'est-ce qu'on retient dans cette première phase du championnat de la Guinness Super League? Il faudrait dire que c'est une des premières phases les plus abouties depuis qu'on a nationalisé le football, le championnat féminin au Cameroun. C'est une des premières phases les plus abouties. On a imaginé tous les scénarios possibles. Personne ne voyait 3 clubs tête de ce classement avec le même nombre de points. Ça, c'était impossible. Et même au niveau des statistiques, même, ça bouscule. Il faut aller chercher les cartons, il faut aller chercher les au plus. Ça veut dire qu'on interroge le goal différence, le goal à virage particulier. On interroge tous ces différents paramètres pour aller retrouver, par exemple, le nombre et l'équipe qui a reçu le plus de cartons. Jaunes, ouais. Effectivement, ça veut dire qu'il y a une certaine compétitivité dans le top 5 de cette Guinness Super League. Bon, c'est aussi un peu le schéma que nous avons dessiné, qu'on dessine depuis pratiquement 3 ans aussi, où nous savons que le championnat féminin camerounais se joue entre 4 clubs. Il n'y a rien à dire, il y a toujours un autre club qui viendra jouer les troubles faits. Vous avez FAP Amazon, Louvre Minprof, qui est triple champion en titre. Vous avez AS Awa qui termine toujours. Mais Awa, depuis 3 ans, est quand même monté à un niveau qui est en train de bousculer la hiérarchie. Justement, ce sont des équipes à féliciter. AS Awa et Claire Football Field. Elles viennent bousculer ces équipes étatiques. Quand vous regardez le parcours de AS Awa, quand même déclaré champion en 2018, mais 4 mois après, il y avait une affaire pendante. Et ils ont perdu et puis voilà, ils ont perdu des points et c'est plutôt Louvre qui avait récupéré le titre et c'est même AS Awa l'an passé contre toute attente perd le championnat. Pourtant elles avaient le même nombre de points que les Louvre Minprof et juste une question de goal différence. Et pendant qu'on n'avait même pas encore terminé ce championnat, on a décidé de faire des Louvre Minprof champions du Cameroun. Donc vous constatez qu'il y a un grand travail de fond dans ce championnat national de football féminin. Il y a quelque chose qui est venu apporter un agrément en plus. La Champions League féminine et africaine féminine. Bon, si on vous dit que... Est-ce que ça peut vous faire mal si on vous dit que c'est Louvre qui devra représenter le Cameroun? Moi, ça me ferait mal, tout simplement. Bon, c'est Louvre qui devra représenter le Cameroun. Et Bernard Basson, vous allez coller un mot sur ça. La présidente de la Ligue de football féminin s'est opposée à cette décision
mais c'est déjà fait. C'est Louvre Miprov, c'est le nom de Louvre Miprov qui a été envoyé à la Confédération africaine de football. C'est en exclusivité sur les antennes de HTV qu'on le dit. C'est le nom de Louvre Miprov qui a été envoyé à la Confédération. Et jusqu'à aujourd'hui, Mme Céline Eko a dit « Attendez un peu parce que le championnat est véritablement disputé. Et si je prends le cas, la formation de FAB, la formation d'Awa venait à être champion du Cameroun, qu'est-ce que vous ferez ?» Mais de ce côté, les jeux sont déjà engagés. Le club est déjà engagé. Est-ce que ça ne vient pas d'éteindre sur l'organisation de cette ligue de football féminin au jour d'aujourd'hui? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que cela va un peu décourager les équipes qui jusqu'ici se donnent corps et âme pour être championnes. On n'a même pas voulu que cette information soit publique parce que comme on la rend publique, là, ce sera très compliqué dans le milieu du football féminin. Oui, clairement, puisque c'est un coup de massue. On ne peut pas être à cette période du championnat avec des équipes qui se battent et favoriser une comme elle a dit, laissez le championnat se jouer. Il y a Guinness qui est là. Les équipes ont fait beaucoup d'efforts. Ouais. Laissez le championnat aller jusqu'au bout. J'espère que on se pose des questions au jour d'aujourd'hui. Ça c'est mon souhait personnel. Le Cameroun sera comme les États-Unis en matière de foot féminin. C'est-à-dire, le foot masculin sera un peu relégué parce qu'aujourd'hui, il est très poreux. Le foot féminin est en train de prendre de l'ampleur. On l'espère. Mes fils, je vous reviens. Vous allez conclure. C'est vous qui allez conclure. C'est votre partie. Hugo, on a encore 1 minute 30 à passer ensemble en parlant de ce football féminin. On vous a vu, vous êtes plaît. Vous n'êtes plus samedi dernier au stade annexe en regardant ce sommet de classement. Oui, mais j'ai apprécié, j'ai vu ce match. Et avant de dire ce que je pense, je tiens d'abord à réagir à ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Monsieur Basson, le football au Cameroun, le football féminin ne sera jamais au-dessus du football masculin. Ne rêvons pas. C'est vrai. Quel que soit sa montée fulgurante. J'ai dit un souhait. Ne sera jamais, du moins, aux États-Unis, on sait pourquoi c'est comme ça. Le football masculin est très politisé. Au niveau de l'organisation, là-bas, ils ne veulent pas eux-mêmes révolutionner le football masculin. Ça, c'est ici au Cameroun. Non, vraiment, ne rêvons pas. Et c'est bien, c'est vrai que je suis content quand même de voir que le football féminin au Cameroun est un top fort. Ouais. Parce que même en France, qui est le meilleur championnat du monde, ce n'est qu'un top 2. Avant, ce n'était qu'un seul club. Maintenant, depuis un moment, il y a un deuxième club qui se crée et qui rattrape déjà, qui a même déjà rattrapé un Lyon au niveau athlétique, PSG. Au niveau technique, le PSG. Si bien elles ont éliminé Lyon tout récemment en Coupe de la Champions League. Mais au Cameroun, ça me réjouit de voir un top 4 et je vois encore 2 autres clubs qui se veulent entrer dans ce top 4. C'est Ebolova FC et Canon. C'est incroyable quand même. Oui, mais Canon a présenté une très belle copie. Junior, nous on est au stade, oui. Permettez à Hugo. On a vu quand même Louvre Miprov. On a vu Louvre Miprov Canon. On a vu Louvre Miprov Canon. Il y a 2 qui frappent la porte. Je n'ai pas dit qu'ils sont derrière. Il a dit qu'ils frappent la porte. On a vu Louvre Miprov Canon. Il y a Vision là qui est derrière. Oui, il y a tout cela. Ça veut dire qu'il y a un nivellement de valeur. On veut qu'on se comprenne. C'est vous qui avez. On veut qu'on se comprenne qu'il y a un nivellement de valeur au jour d'aujourd'hui. J'ai vu Louvre, moi j'étais surpris. Quand Louvre a mis le but à la première minute l'autre jour, moi je savais qu'à la mi-temps c'est un 3-0. Moi j'étais sûr. Mais après 20 minutes, j'étais surpris de voir Canon rééquilibrer les choses au fur et à mesure. Et même avec en difficulté. J'ai vu le Canon avoir. Quand j'ai vu le Canon avoir des temps forts de 10 minutes, j'ai dit alors là, je pense que là. En conclusion, l'émission est déjà si Canon conserve cet effectif, l'année prochaine, je peux vous rassurer que le Canon sera dans le top 4 l'année prochaine. Très belle en chute. conclusion, très belle chute si on conserve. Très belle chute. Junior, un mot comme un 1000 pour ressortir du programme. Bon, là, moi, je vais d'abord m'attarder sur le plan du représentant du Cameroun à la Champions League féminine africaine. Il faut s'attendre à ce scénario, même si la LFFC ne décide pas de choisir quelqu'un. Parce que où on est en train d'aller, la CAF doit avoir les représentants, je pense, au mois de juin. Oui. Et on a 2 mois. Et pour le moment, les présidents sont en train de vouloir encore rêver pour ne pas jouer. Nous avons encore 11 journées devant nous. Alors, donc, ils ont pu anticiper. Ouais, et surtout, ça va demander aussi un peu de moyens. Et effectivement. Et ces moyens-là... Parce que la phase finale va se jouer au Maroc. Et il y aura quand même une zonale avant que d'aller au Maroc pour cette phase finale de la Champions League, cette phase expérimentale. Donc, ça va demander beaucoup de moyens aussi. Beaucoup de moyens et tout était préparé pour que ce championnat ne soit pas achevé. Ne soyez pas surpris qu'on ne reprenne même pas parce que les trêves entre les phases aller, les phases retour ont toujours été très très longues, très très profondes. Donc peut-être pour sortir, il faudrait féliciter aussi cette LFFC qui a quand même fait une organisation, en fait un avant-championnat le meilleur, ça il faut le dire. Madame Apouline, avec un recyclage, des coachs, ça n'avait jamais été fait au Cameroun.
Mais on a fait avec le coach du football féminin un recyclage des arbitres, ce qui fait que tout cet arsenal-là a conditionné le championnat national de football féminin. Et nous pouvons être fiers d'avoir des filles comme Athesa Mbong aujourd'hui qui ont représenté ce championnat au Chan. Des petites filles comme Flora, elle n'a que 16 ans. Mais attention, un talent. Elle est incroyable. On peut être content, mais il y a beaucoup de choses. On a vu dans ce match canon... Louvre mi prof on se posait les questions, mais c'est un biberon, mon Dieu. Ah, on nous fait des grands signes de l'autre côté, le réalisateur. Merci, maître Bernard Basson, vous revenez quand vous voulez, vous êtes à la maison. C'est moi qui vous remercie. Merci Hugo Bosoken, le gros reporter, vous revenez quand vous voulez. Merci. Vous êtes à la maison, Junior Sosos. Vous revenez quand vous voulez. On parle football féminin ici. Il n'y a pas de sport, de football. Il n'y a pas un football entre parenthèses. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé de Ligue 1 ni de Ligue 2. On a tout consacré sur ce football féminin parce qu'on veut que ça bouge véritablement et que vous qui êtes dans ce milieu-là, vous réussissez à vous en sortir. Mais sauf que beaucoup me collent quand même cette étiquette-là. Je voudrais dire que Junior Soso est journaliste sportif. Ça, il faut le dire. Moi, on me colle aussi l'étiquette de journaliste de football. Vous comprenez? Par contre, moi, j'assume ça. Hugo, lui, il assume ça, mais nous, on a la peine à assumer ça. Donc, merci. Merci, Janir. Merci à William Kamga. Merci aux jeunes stagiaires derrière la caméra de l'autre côté. J'étais fils Daniel Indiek pour vous servir une grosse équipe. Ma compagne Marina Kokvina et les autres de la rédaction centrale s'est mobilisés pour la réalisation de cette autre édition. C'était le retour après un petit séjour du côté d'Antalya. On vous revient encore entièrement dans les prochains jours. Restez scotchés sur votre petit écran, c'est HTV. Ou encore les partenaires, les sponsors, les annonceurs. Vous pouvez communiquer dans ce programme parce qu'il passe en fil, il passe en longueur de semaine. On vous retrouve le week-end prochain. Portez-vous bien et surtout, bon week-end. Thank you.